Mon instant préféré, c'est quand la lumière imprime la toile et qu'il n'y a plus rien autour, à part des songes si proches d'être là. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. On a vu, on a entendu, maintenant il va falloir en parler. Bienvenue dans Phosphène, votre podcast dédié à la curiosité cinématographique. Un petit rappel, il n'y a qu'un seul principe dans l'émission. Nous voyons pour la première fois chacun des films au programme du podcast. Avant de commencer, on souhaitait vous remercier pour tous vos partages et les retours que vous nous avez faits sur le premier épisode. Même lorsque vous avez soulevé des points plus négatifs, c'était toujours super constructif, donc vraiment, merci. À partir de cet épisode, nous avons décidé de raccourcir quelque peu la durée de l'émission afin de rendre l'écoute du podcast moins chronophage, en espérant que cela soit plus agréable pour vous. Donc, au sommaire ce soir, pour les films sortis en salle, nous parlerons de Scream de Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, de Ouistreham d'Emmanuel Carrère, de Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, et enfin de Nightmare Alley de Guillermo del Toro. Puis nous enchaînerons avec la rubrique des choix des chroniqueurs. Également dans l'optique d'alléger l'émission, cette rubrique a été remodelée. Maintenant, il n'y aura qu'un seul film anciennement sorti abordé par moi, et nous alternerons à chaque fois entre mon choix et celui de Pierre. Cette fois-ci, c'était au tour de Pierre de choisir une œuvre. Mon cher acolyte, qu'as-tu souhaité que l'on regarde ce mois-ci ? J'ai choisi qu'on regarde Dark City de Alex Proyas, un film qui est sorti en 1998. J'en profite juste avant de commencer pour indiquer que nous avons créé un compte Instagram dédié spécifiquement au podcast, @Phosphène le podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode ni aucune news. N'hésitez pas non plus à parler de l'émission autour de vous si ça vous plaît. Et si vous n'avez pas apprécié, n'hésitez pas à nous insulter sur les réseaux, toute pub est bonne à prendre. Trêve d'autopromotion, on attaque tout de suite avec la rubrique des films sortis en salle. C'est l'heure de vous parler de Scream, de Tyler Gillett et Matt Bettinelli-Olpin. Bonsoir, Sydney. C'est un honneur. 25 ans après que la paisible ville de Woodsboro ait été frappée par une série de meurtres violents, un nouveau tueur revêt le masque de Ghostface et prend pour cible un groupe d'adolescents. Il est déterminé à faire ressurgir les sombres secrets du passé. Comme je disais au premier épisode, dans le choix de nos films, on aime bien qu'il y ait une certaine diversité. Donc à chaque mois, on décide de prendre dans notre liste un film qui soit susceptible d'être vu par beaucoup de gens. Pour nous, une des plus grandes sorties du mois de janvier, c'était Scream, et c'était pour cela qu'on a choisi de l'intégrer dans cette émission. Et puis c'est une saga d'horreur assez iconique en fait, donc un film qui fait partie de cette saga, c'est quand même un intérêt en fait d'aller le voir. Oui, et moi qui n'avais vu aucun épisode de Scream, j'étais très curieux de m'intéresser à cette saga-là. Scream, je sais que ça a révolutionné en quelque sorte la saga d'horreur et le slasher, et donc j'ai décidé, avant de regarder ce Scream, de regarder les 4 volets précédents. Donc avant d'attaquer la critique de Scream de 2022, j'aimerais juste vous faire un petit retour sur les 4 derniers et vous dire ce que j'en ai pensé, un par un en fait. On commence tout de suite avec le Scream numéro 1. Je trouve que c'est quand même celui qui fonctionne le mieux de toute sa saga. Il y a une très bonne gestion du suspense. Ça a été une très bonne surprise de découvrir ce film. Pour se resituer un petit peu, ça a été un gros succès quand il est sorti. Enfin, c'est arrivé au bon moment, dans un moment en fait où l'horreur au cinéma tournait un petit peu en rond. Oui, en fait, ça a révolutionné le slasher movie précisément. C'est ça qui est assez important, c'est que donc le slasher movie, le film d'horreur où un tueur en série tue une série de personnes, souvent des jeunes adolescents, ou des jeunes adultes, et c'est un genre qui est très codifié, qui a eu un très grand succès dans les années 80, et Scream arrive du coup dans les années 90 et revisite en fait ce style de film qui était extrêmement codifié. Je trouve pas que ce soit un chef-d'œuvre pour autant. J'ai un peu l'impression qu'il est un peu surcoté, surtout en termes de mise en scène. Je trouve que il est plus fort pour sa gestion du suspense, pour sa façon de mêler les genres, parce que si vous l'avez pas vu, certes c'est un film d'horreur, mais il fait pas énormément peur, mais ça mêle aussi la comédie, le teen movie et la parodie. Donc il y a tout ça qui se mêle ensemble et qui se mêle plutôt bien. Et aussi le whodunit, qui est en fait ce genre de film un peu à la Cluedo, qui est le tueur, quoi. Ça a toujours été d'ailleurs un peu l'originalité de cette saga par rapport à d'autres sagas de slasher, c'est le côté whodunit, le fait qu'on cherche le coupable, et aussi le fait que ça réfléchit sur le genre du slasher. C'est un peu ces deux trucs-là qui caractérisent cette saga par rapport à Halloween, Vendredi 13, etc.
Au niveau méta, il joue sur plusieurs couches qui se superposent. Déjà le 1, et c'est assez fascinant à voir. Le projet Blair Witch, je trouve, enfin moi de mon avis, je pense a beaucoup plus révolutionné en termes de mise en scène, la gestion de l'horreur. Mais par exemple la scène d'introduction, qui est presque ce qui a le plus marqué dans la saga Scream, la scène d'introduction du premier Scream, montre à quel point il sait jouer avec les attentes du spectateur. Parce qu'en fait, on voit une femme seule, une jeune femme seule dans sa maison, un tueur l'appelle, alors on se dit on se dit c'est une situation super cliché pour un film d'horreur, c'est la première chose qu'on se dit, et là hop, le tueur en a conscience et lui dit est-ce que t'as pas l'impression qu'on est un petit peu dans un film d'horreur là? Donc première surprise. Après, pour se défendre, la femme va crier au tueur, lui dire que son copain arrive bientôt et qu'il va lui casser la tête. Et ben pam, on s'y attendait pas, mais en fait on se rend compte que non seulement le tueur a déjà bâillonné son copain et on le voit derrière la baie vitrée, mais en plus la femme doit répondre à un questionnaire sur le cinéma d'horreur pour que son copain survive. Et c'est comment il détourne l'attention du spectateur pour le surprendre ensuite. Donc moi c'est vraiment ça la force principale. Les personnages principaux sont assez attachants aussi, je trouve, dans Scream, encore plus dans le 1. Dans le Scream 2, le Scream 2, c'est mon deuxième préféré de tous. Généralement, quand on parle de Scream, les gens, c'est le premier, leur préféré, parce que voilà, ça rapporte vraiment quelque chose de nouveau. Et après, c'est le 4. Mais moi, je trouve que c'est le 2. Dans l'ensemble, il n'est pas si marquant, mais c'est celui qui a presque les scènes les plus marquantes de la saga Scream. Déjà, il y a la scène d'introduction qui est incroyable et qui fait rentrer un élément emblématique de la saga, qui est Stab, en fait, qui est un film dans le film, où en fait, à partir du second épisode, il y a un film qui existe donc dans la genèse du film Scream, que les personnages de Scream peuvent regarder, et qui en fait prend de base les faits qui se sont passés dans Scream 1. Donc en fait, Stab, c'est un peu... le premier Stab, c'est un peu Scream 1. Et en fait, toute la scène d'introduction de Scream 2, sans trop vous en dévoiler, mais ça se passe dans un cinéma où des personnages vont aller regarder Stab 1. Là, toute la scène d'introduction est incroyable et questionne aussi, je trouve que c'est pas une scène qui est en vain, questionne notre rapport aussi à notre envie de violence au cinéma et questionne vraiment ce rapport-là. Et il y a d'autres scènes qui m'ont pas mal marqué dans ce film-là. Par exemple, il y a une scène où il y a le tueur qu'on appelle le Ghostface, donc celui qui a le masque, qui s'incruste dans une pièce de théâtre. Et en fait, il y a un vrai jeu sur le montage et sur le déplacement des comédiens et comment on va apercevoir par petit cut de montage le tueur s'incrustait dedans. Il y a une vraie tension sur un montage qui est assez intense, quoi. Il y a la scène aussi dans la voiture, pour ceux qui l'on veut, je sais pas si ça vous parle. Deux personnages se retrouvent dans une voiture et Ghostface est dedans et évanoui. Il faut qu'ils arrivent à sortir de la voiture sans réveiller le tueur. Et ça, c'est une des scènes avec le plus de tension qu'il y a dans toute la saga Scream, je trouve. Et c'est rare que la saga Scream, pour moi, fasse vraiment peur. C'est une saga gore, mais qui soit vraiment qui nous prenne aux tripes, c'est assez rare. Il y a une bonne alchimie aussi entre le personnage de Dewey, joué par David Arquette, et le personnage de, je sais plus, la journaliste jouée par Courtney Cox. Surtout dans ce film-là, on voit qu'ils étaient ensemble à l'époque parce que David Arquette, qui joue le shérif de la saga Scream, qui s'appelle Dewey, et Courtney Cox, que vous connaissez bien dans Friends, joue une journaliste. En gros, ils étaient ensemble dans la vraie vie, et c'est vrai qu'il y a des fois, et en fait, ils sont aussi, ils se kiffent dans les films de la saga Scream, ces deux personnages. Et il y a des fois où il y a Courtney Cox qui regarde David Arquette, on sent vraiment qu'elle l'aime pour de vrai, quoi. Après, c'est le Scream 2, c'est un film qui finit un petit peu en queue de poisson avec une révélation complètement nulle, mais ce qui est aussi dû au fait que en fait, le scénario de Scream 2 a fuité avant que le film sorte. Ils ont dû en fait tourner une nouvelle fin qui est un peu rushée. Pour le Scream 3, c'est Scream 3, il est généralement détesté et franchement, il est vraiment, c'est un des plus mauvais. Bon, vous allez voir mon avis sur Scream 5, je vais pas être tendre. Scream 3, c'est un de ceux que je déteste le plus. C'est aussi bien réalisé qu'un épisode de Friends. C'est-à-dire que c'est un des plus mauvais éclairages que j'ai vu de ma vie, vraiment. Et je comprends pas comment le chef opérateur de Scream 3, c'est le même que Lost Highway. Je sais pas comment c'est possible. Ah ouais ? Ah ouais, non mais vraiment. Par exemple, en fait, Scream 3, on voit qu'il est en deçà de ceux d'avant, parce que au niveau de sa scène d'introduction. Sa scène d'introduction, c'est une scène de course-poursuite complètement banale sur une autoroute, et il n'y avait pas tout ce rapport méta qu'introduisaient déjà les deux d'avant, quoi. Et après, le reste, en fait, ça parle tout le film se passe il tourne Stab 3, et tout le film se passe dans le tournage de Stab 3, et ça va être des disputes entre les acteurs, enfin...
il va beaucoup moins jouer sur cette gestion de suspense qui était intéressante dans Scream 3, dans les autres Scream. La seule chose que je trouve à peu près intéressant dans Scream 3, c'est va être un petit peu sa satire du monde hollywoodien. Il appuie pas mal là-dessus, qui est assez ironique aujourd'hui quand on voit que parmi les producteurs du film, il y a Harvey Weinstein. Donc il y a même un moment où ils abordent dans Scream 3 certains producteurs hollywoodiens qui abusent des acteurs et tout ça. Il y a ce côté-là dans ce volet de Scream. Sachant qu'ils ont produit, je crois qu'ils ont produit au moins les 3 premiers, voire peut-être les 4 premiers. Je sais plus, oui, je crois qu'ils ont même produit le 4e. Ouais. Ah ouais. Donc toute cette critique-là, c'est vrai, paraît un peu acerbe quand on voit aujourd'hui. Il y a juste une scène où Sidney, la personnage principale de la saga Scream, se retrouve dans le studio du Stab 3 et en fait ils ont reproduit la maison dans laquelle elle vit dans la ville de Woodsboro, qui est en fait la ville où se passent tous les faits du Scream 1. En fait, pour tourner Stab 3, ils ont reconstruit un Woodsboro en studio et en fait elle se retrouve à devoir retourner dans la maison de ses traumas en fait qu'ils ont reconstruit. Donc il y a ce rapport là encore super méta qui est assez fascinant à voir même dans ce Scream là. Le Scream 4, juste rapidement, je le trouve sympathique. Voilà, je trouve que les gens aussi, généralement l'apprécient pas mal. Je comprends pas vraiment pourquoi, je le trouve pas hyper marquant, mais c'est vrai qu'il est vraiment beaucoup mieux que le 3, ça c'est vrai. Il est hyper gore, le Scream 4, vraiment c'est le plus gore, je trouve. Il y a des scènes, ça va vraiment loin dans le sanglant, c'est fou. Après moi ça me dérange pas, Scream a toujours un côté assez défouloir même dans ses tueries, qui est un peu inspiré aussi du giallo. Mais ça, moi je trouve pas ça, c'est pas un défaut, que le film soit gore. Oui, sachant que le giallo, du coup, c'est un mouvement cinématographique qui était déjà une inspiration pour tout le genre du slasher, en fait. Donc Scream, qui est un héritier du slasher américain, s'inspire aussi du giallo, c'est tout un héritage assez logique. Il se rattrape aussi un petit peu en termes d'imagerie, il est beaucoup mieux mis en scène, même si maintenant quand on le regarde aujourd'hui, il y a un côté un peu vieillot, il y a un côté très contrasté avec un voile qui rend toutes les lumières baveuses, qui fait très clip, le film là de 2011, le 4, donc ça fait très, très, très clip de 2011, et un côté... je pense qu'il devait faire style à l'époque, mais qui est un peu mal vieilli. Il joue assez bien aussi avec la façon d'intégrer dans le monde de Scream les nouvelles technologies. Ça se voit que le réalisateur réfléchit un petit peu à son époque, Wes Craven. J'ai une question, du coup c'est... Wes Craven, il a réalisé lesquels ? Il a réalisé les 4 en fait. En fait, je crois qu'il a toujours été avec le même scénariste. Sauf dans le 3, je crois que le scénariste est parti, mais il est revenu dans le 4. Ce qui est fort dans la saga Scream, je trouve, dans les 4, c'est qu'à chaque fois, je m'attendais pas à découvrir qui était le tueur. Donc la découverte, je suis toujours étonné, je suis toujours assez impliqué dans la découverte. Donc ça, sur 4 films, c'est quand même assez fort de m'impliquer là-dessus. Le gros point négatif de cette saga, c'est ces personnages qui, certes, sont attachants au début, souffrent après beaucoup d'un côté très caricatural, quoi. En fait, ils n'ont pas beaucoup d'évolution. Pareil, c'est pour ça que je disais dans le 1 avait déjà tout dit. Même en termes de ces personnages, ils vont jamais vraiment évoluer, ils vont rester un petit peu les caricatures d'eux-mêmes. Souvent, ils attaquent de nouveaux personnages. À chaque fois dans chaque Scream, et à chaque fois eux ils sont un peu caricaturaux, tu vois, les jeunes, il y a beaucoup de jeunes dans la saga 4, dans la Scream 4, on sent que c'est aussi un petit peu un réalisateur vieux qui met en scène des jeunes et qui les aime pas vraiment, et ça fait vraiment caricature de jeunes, quoi. Ok. Scream 5 maintenant, le nouveau Scream de 2022. Pour vous résumer rapidement mon ressenti durant le film, j'étais blasé. Quand j'ai vu ce film-là, j'étais blasé de la saga Scream, ça y est. Les 4, chacun pour leur aspect, n'étaient pas géniaux, surtout les 3 d'après, mais avaient toujours un petit point qui m'intéressait. Là, je suis blasé de la saga. Celui-là n'a pas été réalisé par Wes Craven, ça a été réalisé par des fans de la saga. Et c'est ça le problème de ce Scream-là, c'est que ça fait fanfiction de Scream et qui a même pas vraiment compris en plus quelle était vraiment l'essence de la saga qu'il vénère, donc c'est assez gênant. La scène d'intro du 5 n'a aucun intérêt, c'est une redite du 1, mais ça ne rapporte rien de neuf. Par exemple, la scène d'introduction de 4 était vraiment bien trouvée. En fait, c'était des films stab qui se répétaient. Faut le voir. En fait, ça se moque des franchises de films d'horreur qui se recyclent indéfiniment, quoi. Et la scène d'introduction de 4 est très drôle pour ça. Donc, là aussi, dans le 4, ça apportait quelque chose. Dans le 3, c'était une course-poursuite, mais je sais pas, au moins, il y avait une course-poursuite. Là, c'est juste une redite du 1 sans aucun neuf. Et en fait, ce que je disais, c'est qu'à chaque fois qui mettent quelque chose, en fait, les autres l'avaient déjà dit. Ils intègrent aussi les nouvelles technologies d'aujourd'hui dans la saga Scream, mais c'est ce que avait déjà fait le 4, et il le fait de la même manière. Il y a même une scène où il retourne justement dans une des maisons du 1, comme je l'ai dit, le 3 l'avait déjà fait, même si c'est dans une maison de studio, l'idée avait déjà été apportée dans le 3. Il y a un moment
où une des personnages regarde un film, elle regarde Stab, elle dit attention, retourne-toi, elle dit au personnage du film qu'elle regarde, retourne-toi, te fais pas tuer, alors qu'il y a Ghostface derrière. Oui. Le premier film le fait déjà. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, cette scène-là elle-même est référence à une scène du premier film où les personnages regardent Halloween et parlent du comportement des personnages pendant qu'il y a Ghostface derrière eux. Oui. Donc c'est déjà en fait une espèce de Reddit d'une scène du premier qui lui-même faisait déjà référence à un autre film. Mais en fait, le premier le faisait encore mieux parce qu'en fait, il y avait encore plus de couches méta. Parce que dans le premier, pendant qu'il faisait ça, il y avait la journaliste qui avait installé un camion télévisuel en fait, qui les espionne en cachette derrière la maison. Et donc, en fait, pendant que l'autre dit derrière toi, attention derrière toi, il y a la journaliste qui regarde, elle, dans son camion de télé, ça. Et les jeunes qui regardent le film. En fait, il y a plein de couches, voilà, Oui, il y avait déjà plus de couches méta dans le premier, en fait. Alors, pourquoi le refaire ? En étant moins intéressant, ça devient, je trouve, un niveau d'absurde qui est hallucinant. C'est la première fois que je regarde un Scream que je suis pas sous tension. En fait, il y a des fois, on dirait qu'il galère tellement à créer du suspense qu'il utilise des effets mais poussifs. Par exemple, cette scène où il y a l'acteur qui joue Clay là dans 13 Reasons Why. Excusez-moi, j'ai pas son nom. Ouais, mais qui, à chaque fois, il est dans sa cuisine, il fait la cuisine, et à chaque fois, il va ouvrir le frigo, et alors il va avoir un gimmick sonore, genre, il au frigo, il y a rien. Je pense que c'est la pire scène du film. Ça dure, ça s'étale en plus, et vraiment c'est gênant parce que tu le vois couper les légumes pendant super longtemps. Ouais. Et à chaque fois qu'il ouvre un tiroir, ça va être un gimmick de suspense, mais en fait, ça montre que voilà, il sait pas jouer avec le suspense. Il y a même, pareil, à un moment, il y a une personnage qui est handicap, enfin qui a eu un accident et du coup elle se retrouve sur un fauteuil roulant, elle est dans un hôpital, elle essaie d'avancer avec son fauteuil roulant, et en fait à chaque fois qu'elle va tourner dans une pièce, il veut nous faire croire qu'il y a le tueur, en fait il y est pas, mais ça dure des plombs, mais elle met 3 heures pour changer de pièce, et là, on croit qu'il y a le tueur, et en fait non. Vu que c'est une saga qui réfléchit sur elle-même, il le fait en sachant que en quelque sorte il est poussif, mais bon, là c'est juste gênant quoi. Les personnages, parce que les personnages emblématiques de Scream qui sont, donc je disais, Dewey, le personnage joué par Courtney Cox et Sidney, leurs développements sont inintéressants. Sidney Prescott n'a aucune profondeur, elle avait quand même un charisme dans ceux d'avant. Mention spéciale comme Dewey, qui est peut-être un des seuls points positifs que je dirais du film, parce que même quand je déteste un film, j'aime bien trouver quelques points positifs. Et là, j'aime bien ce qu'ils ont joué de Dewey, c'est le seul qui tombe pas peut-être dans la caricature de lui-même. Il y a un truc un peu côté déchu qui a mal fini. Il y a un côté, il a évolué. Tu sens que la vie elle lui est passée dessus quoi. Ouais, il a vécu. Il y a un truc assez émouvant qu'ils ont fait avec son personnage là, avec héros déchu qui est devenu un peu à côté de la plaque. Je trouvais ça assez touchant. Et voilà, pour montrer que la Scream 5 est dans la continuité de la nullité du Scream 3, c'est que je disais que Scream 3 ressemblait à un épisode de Friends. Celui-là, on dirait esthétiquement un épisode de 13 Reasons Why, vraiment je trouve. C'est vrai hein. Alors c'est pas vraiment dérangeant pour 13 Reasons. Esthétiquement c'est quand même moins pire que Friends du coup, mais c'est pas incroyable. Oui, mais je sais pas, c'est pas dérangeant pour 13 Reasons Why, c'est pas le même mode de production, la série et tout ça, mais pour un film que je vais voir au cinéma, pour moi je trouve ça beaucoup plus dérangeant. Et même je trouvais que même le Scream 3 avait plus de choses à dire sur la satire de Hollywood. Ce film-là n'a rien à dire, à part de dire qu'il est moins bien que Mr. Babadook. Mais ça n'en fait pas dans le texte quoi. Ça ne fait pas un meilleur film pour autant, hein. C'est comme si un film Marvel disait sans cesse je suis pas le Joker de Todd Phillips, oui, mais ça ne te rend pas meilleur, ok. Un autre point positif, parce que j'aime pas cracher pour cracher, il y a une blague avec le gel hydroalcoolique qui m'a vraiment fait mourir de rire, donc voilà. À part ça, c'est plus que moyen, et vraiment quand la mention, parce que Wes Craven est décédé malheureusement, quand la mention à la fin du film apparaît For Wes, c'est un des plus gros pétards mouillés que j'ai eu l'occasion de voir au cinéma. Waouh. Et écoute, en termes d'avis, je te rejoins sur Scream 5. Alors d'abord, je vais évoquer vite fait quand même ma connaissance de la saga, parce que contrairement à toi, j'ai pas vu toute la saga, j'ai juste vu le premier Scream. Et du coup, pour moi, c'était assez criant à quel point ce film-là n'avait rien à raconter, puisque je ne pouvais le comparer qu'au premier, et que on voit bien en fait que ce film-là ne fait que de repomper le premier sur plein de points. Alors le fait que c'est un film méta, ça fait partie de la saga Scream, hein, comme tu l'as dit, tous les films de la saga Scream sont méta. Dans le premier, comme on a dit, il y avait quand même un certain sérieux. C'était pas complètement une parodie, c'était pas complètement un film méta qui te crie qu'il est un film méta. Surtout que là, du coup, c'est un film qui n'est pas plus malin que le premier Scream, alors qu'il prétend l'être. Et moi, c'est là où ça m'a énervé. Tu trouves qu'il prétend l'être ? Ouais, en fait, j'ai l'impression que ce film, il essaye de jouer au plus malin, alors qu'en fait, il est moins malin que le premier Scream, et que donc, il souffre de la comparaison. C'est une sorte de fanfiction, parce qu'en fait, souvent, les fanfictions de base... Et c'est juste de refaire la même chose que le 1, quoi. Oui. Tu vois, c'est pour ça que c'est une fanfiction un peu gênante, quoi. Exactement. Et surtout je comprends pas ce que ce film a à dire. Il essaie
d'avoir une sorte de réflexion sur des films d'horreur qui sont peut-être un peu plus intelligents que lui. Oui, ils font une référence du coup à ce qu'on appelle l'elevated horror, qui est traduit dans les sous-titres en tout cas par le film d'horreur à message. Ici des exemples, donc Mr. Babadook, The Witch, les films de Jordan Peele comme Us ou Get Out, donc qui sont des films qui ont été assez acclamés pour leur renouvellement du cinéma d'horreur et pour leur côté assez réflexion en fait, leur côté il y a un message, il y a une métaphore, c'est pas faire peur juste pour faire peur. Du coup ce que dit Scream 5 de ces films là, en gros il dit mais nous on s'en fout, on est dans un film Scream, on n'est pas là pour avoir un film d'horreur à message, tu vois, on est juste là pour mener une enquête, trouver qui est le tueur. Que le film dise ça, moi en soi j'ai pas de problème avec ça. Effectivement le but de la saga Scream, c'était déjà de réfléchir sur le cinéma d'horreur, de casser un peu les codes et tout ça, c'est déjà une très noble intention. Le problème, c'est que, effectivement, le film est moins malin que ce qu'il prétend. Le Scream 1 ne racontait pas que ça, certes, c'était un divertissement sans grande prétention, mais il avait quand même des choses à dire. En fait, ceux qui survivent dans Scream 1, c'est ceux qui ont le plus conscience des choses qu'ils regardent, qui arrivent à prendre du recul et de la distance sur ce qu'ils ont l'habitude de voir. Il y avait ces choses-là qu'essayait d'apporter. On est dans une nouvelle forme de rapport aux images et ils réfléchissaient là-dessus. Un des rares éléments que j'ai trouvé potentiellement intéressant dans le film, c'est le fait que la victime de la scène d'introduction survive. Alors, je sais pas si c'est le cas du coup dans Scream 2, 3 ou 4, est-ce que ça arrivait déjà ? Non, ça arrivait jamais. Ça n'arrivait jamais, donc c'est effectivement une nouveauté dans la saga. Ça peut être intéressant parce que le premier film, il reprenait les codes du film d'horreur et il les cassait dès sa scène d'intro en tuant ce protagoniste qu'on croyait être le personnage principal de l'histoire. Et là, il retourne encore le truc en disant alors elle s'est fait avoir, pour autant elle survit. Et après, c'est pas exploité. Oui. C'était c'est comme quand ils font, pour la première fois dans le film Scream, les gens de Woodsboro vont sortir Woodsboro et on se dit ça va presque être une forme de road trip le film. Oui. Et en fait non. Ils finissent par rester à Woodsboro. Voilà. Et c'est pour ce genre d'éléments que je dis que le film il joue au plus malin et qu'il y arrive pas. Donc je pense qu'en fait le film a dû être écrit par des gens qui sont trop accrochés au premier film et qui, en essayant de sortir des carcans, arrivent pas à en sortir assez pour faire quelque chose d'innovant en fait. Et voilà, j'ai pas beaucoup d'autres choses à dire. On peut un peu parler de la réalisation parce que t'en as un peu parlé, mais on n'en a pas parlé tant que ça. Un défaut qui est quand même dans énormément de films d'horreur et qui est surtout énormément dans de mauvais films d'horreur, c'est l'abus du jumpscare. En fait, le jumpscare, c'est un procédé du film d'horreur qui peut être bien ou mal utilisé. J'aime pas les gens qui disent que les films à jumpscare, c'est des films de merde et que les bons films d'horreur, c'est des films à ambiance, parce que le jumpscare, il sert à briser une ambiance qui a été installée avant. Donc en fait, les deux vont ensemble. Et en l'occurrence, placer un jumpscare, ça doit avoir un sens. Je trouve que par exemple le premier jumpscare du film, dans la scène d'intro, il est plutôt bien amené, il m'a fait sursauter personnellement, parce que tu sais, on sait pas si le tueur il a réussi à rentrer dans la maison ou pas, donc il y a un vrai truc surprenant, etc. qui vient au climax de l'attention de cette scène, donc c'est bien amené, mais il y a plein de jumpscares dans le film qui sortent de nulle part, parfois même c'est juste, on voit un personnage, mais en fait c'est juste un personnage, enfin c'est pas le tueur, il n'y a pas de raison d'avoir peur dans cette scène. Donc il n'y a pas d'ambiance installée avant, il y a une rupture avec du rien en fait. Tous les films d'horreur que j'ai vus qui savaient pas se servir du jumpscare, c'était des films d'horreur qui avaient une mauvaise mise en scène, qui savaient pas trop gérer leurs effets, voilà quoi. Justement, tu disais ça fait un peu série Netflix, dans le mauvais sens du terme, parce qu'il y a des séries Netflix qui sont très jolies, mais c'est vraiment une esthétique extrêmement plate, extrêmement aseptisée, qu'on a vu déjà 1000 fois ailleurs, et en plus qui est assez terne. Je trouve que il n'y a pas beaucoup de couleurs dans le film, il n'y a pas beaucoup de... Le premier Scream était beaucoup plus coloré, en fait. La même maison que le premier, qui est reprise ici, elle a beaucoup moins de gueule que dans le premier, je trouve. Elle est moins bien filmée, elle est moins bien décorée. Et je me rappelle, le premier Scream aussi avait une bonne gestion des débulages, je sais pas si tu te rappelles, il y a pas mal de plans débulés dans le Scream 1, mais tu sais, souvent... Donc plan débulé, c'est quand la caméra s'incline, en fait. Ouais, s'incline, et ça apportait un vrai trouble, en tout cas. Quelque chose d'assez perturbant à l'image. Ouais, d'assez insidieux. Mais la réal en fait de ce film-là est pareil, beaucoup plus banal que le premier. Donc encore une fois, ça souffre de la comparaison. Notamment parce que Wes Craven, c'est quand même pas n'importe qui. C'est un grand réalisateur de l'horreur qui a créé au moins 2 grands classiques que sont donc Scream et avant il avait fait La Colline à des yeux. Il a marqué le monde du cinéma d'horreur. Et je me souviens que dans Scream, un truc qui m'avait un peu perturbé tellement c'était présent dans le premier film, c'était l'utilisation du Steadicam, donc cette caméra en fait qu'on peut porter à la main mais qui a des mouvements extrêmement fluides et tu peux avancer dans les couloirs. En gros c'est la caméra de Shining, pour avoir une référence claire visuelle. Donc dans le premier Scream il y avait beaucoup de Steadicam, presque trop, enfin moi j'en avais un peu la nausée au bout d'un moment, mais force est de
constatais que c'était pas trop mal utilisé, ça donnait un côté très dynamique, la caméra était tout le temps en mouvement. Là, c'est beaucoup plus banal. Donc en fait, comme c'est des événements similaires au premier, mais un peu moins bien écrits et un peu moins bien filmés, bah voilà, encore une fois, je reviens à la même chose, mais ça souffre de la comparaison, quoi. Je pense qu'on a un peu fait le tour, hein. Ouais. De toute façon, on a résumé tous les problèmes du film. C'est quelques rares qualités, bon. En tout cas, voilà, on vous recommande pas forcément d'aller le voir. Après, si vous êtes fan de la saga et que vous voulez voir toute la saga, bon bah grand bien vous fasse, mais... Non, c'est mais pas je une super je me recommande ceux d'avant parce que malgré leur apparente banalité, j'ai vraiment bien apprécié découvrir cette saga. On va passer sur un registre très très différent parce qu'il est l'heure de parler de Ouistreham d'Emmanuel Carrère. Ferry, c'est opération commando. Escale de 1h30, pas une seconde de plus. Puis au swing. Faut aller très vite, c'est très dur. On y va parce que le bus nous attend, le ferry lui n'attend pas. Marianne Winkler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail précaire. Elle s'installe près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité économique et à l'invisibilité sociale, elle découvre aussi l'entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de l'ombre. Alors du coup, Corian, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce qu'on a choisi ce film-là ? Là, dans les 4 films dont on parle, on s'est retrouvé quand même avec 3 films américains d'assez gros budget. Bon, il y avait Screen parce que c'était la grosse sortie du mois, donc il fallait qu'on en parle. Mais les 2 autres, on n'avait vraiment pas envie de passer à côté. Mais voilà, c'était très important quand même d'avoir un des 4 films qui soit d'une autre nationalité. Français, on s'est dit que ça pouvait être pas mal, voilà, parce qu'on adore le cinéma français tous les deux. Et en plus, moi, il y avait déjà, j'avais entendu des interviews des acteurs déjà non professionnels à la radio, ça m'avait vraiment intrigué. Et j'avais vu la bande-annonce du film qui avait quelque chose d'assez, qui était assez surprenant, c'est-à-dire une image très neutre, mais à la fois brute, sans aucune esthétisation, qui ressemblait à nous, ce qu'on voit nos yeux, quoi. Alors, du coup, je vais commencer pour mon avis sur le film. Donc, pour vous réexpliquer un peu globalement, même si on a eu le synopsis, donc c'est une écrivaine infiltrée qui, pour écrire son livre, s'infiltre dans un milieu socio-professionnel, donc celui des femmes de ménage, là en l'occurrence c'est à Caen. Et donc pour moi, le focus sur cet aspect dans le scénario, donc le fait que ce soit une écrivaine qui soit infiltrée et que donc elle vienne pas de ce milieu à l'origine, comme c'est un peu c'est le nœud dramatique du film, quoi, c'est ça qui va faire avancer les situations. Et ben je trouve que des fois ça invisibilise un peu le sujet, puisque tout le sujet du film donc c'est de parler de ce milieu en fait où tout le monde a un travail extrêmement précaire et extrêmement difficile, et que du coup des fois, comme on revient à ce personnage là qui n'est pas de ce milieu et à ses problèmes à elle, sa propre culpabilité du fait de mentir aux gens, ça je trouve que des fois ça met un petit peu en recul ce qui est censé être le sujet principal du film, qui est que ces gens là se sentent représentés le temps d'un film et qu'on comprenne un peu la dureté de leur travail et les enjeux de leur travail en fait. Maintenant, au-delà de ça, je dois constater quand même que le film, pour la plupart, et mis à part du coup ces petits bouts d'intrigue qui sont un peu centrés sur une bobo parisienne en gros, mis à part ça, je trouve que le film est quand même assez réussi pour traiter de son sujet, parce que j'ai l'impression que le public se sent représenté, parce que je sais pas si pour toi c'est le cas, mais moi, en analysant un peu au pifomètre le public qui rentrait dans la salle quand j'y suis allé, et même quand je suis allé à d'autres séances de cinéma, à chaque fois qu'il y avait un peu des longues queues devant le cinéma, c'était des gens qui allaient voir Ouistreham, et c'était un certain public, en l'occurrence c'était des personnes assez âgées. Je sais pas trop si c'était d'un milieu modeste ou pas, mais j'avais l'impression que c'était tous un peu des anciens syndicalistes, parce que dès qu'il y avait dans le film une vanne, tu sais, sur les conditions de travail, sur, tu sais, pendant la formation, sur le SBAM, donc le fameux sourire, bonjour, au revoir, merci, qu'on vous apprend, que vous faites un métier un peu du service à la personne, enfin de l'accueil client, etc. Tout ce genre de trucs là, en fait, tout cet univers et les références à ces codes là, ça les faisait vraiment beaucoup réagir. Donc je pense que c'est des gens qui allaient voir le film parce qu'ils se sentaient concernés et représentés. Et le fait que là il y a un film qui existe sur ce sujet et qui le représente bien, déjà, ne serait-ce que ça en soi, je trouve que c'est plutôt une victoire. Je trouve pas que la mise en scène soit spécialement notable dans le film. J'ai pas été spécialement transcendé, mais je trouve que ça fait bien son travail. Il y a quand même quelques petits moments qui m'ont un peu qui m'ont un peu marqué. Ça m'a rappelé en fait un petit peu le travail qu'avait pu faire Alexandre Astier sur son film David et Madame Hansen. Je sais pas si tu l'as vu. Non. Il y avait en fait certaines scènes où Alexandre Astier avait vraiment pour volonté de mettre en scène le corps des... Du coup c'était un autre corps de métier, c'était les soignants,
et vraiment de les mettre en scène pour rendre hommage à leur métier, montrer comment ils travaillent, comment ils procèdent, comment ils mettent du cœur à l'ouvrage. Et je trouve qu'il y a un peu cette espèce de volonté là tout le long de Ouistreham du coup. Je dirais pas de rendre hommage, mais de montrer à quel point c'est galère et vraiment ingrat, quoi. Oui, c'est ça. En fait, on s'attarde un peu sur chaque élément du travail, sur chaque tâche, chaque petite chose à prendre en compte. Rendre hommage, il y a un sens montrer à quel point ça peut être cool aussi, ou épanouissant. Oui, bien sûr. Dans le terme rendre hommage. Oui, là, on n'est pas trop le... Ouais. C'est-à-dire, on n'est pas là pour... Enfin, le film n'est pas là pour dire « Oh, regardez comme elles sont formidables, comme elles travaillent bien. » Elles sont... En fait, juste... Il montre une espèce de réalité un peu de manière neutre, quoi, en mode bon bah voilà, ça consiste en quoi ce métier? Et ben c'est, t'arrives à telle heure, tu fais telle tâche, de temps en temps bah il y a un supérieur qui va te dire ça et ce sera complètement injuste et tu vas devoir faire avec, peut-être que des fois tu vas te faire virer à cause de ça, enfin, et voilà, et du coup soit t'ouvres ta gueule mais tu vas peut-être perdre ton travail, ou alors bah tu te tais mais en fait tu vas subir des remarques complètement injustes. Moi j'ai jamais travaillé dans les métiers de l'entretien, je me suis quand même reconnu sur certains points de petits boulots ingrats que j'ai pu avoir, mais qui sont pas de cet ordre-là. Donc, voilà, ça m'a déjà un peu parlé, sachant que je suis pas dans ce métier-là. Je pense qu'en plus, quand t'es dans ce métier-là, tu comprends encore plus de quoi il s'agit. Tu te sens représenté, comme j'ai l'impression que le public se sentait représenté. Pour certains, c'est le quotidien, pendant toute leur vie. C'est des gens qui sont là depuis 30 ans, en fait, et qui font les bateaux à Ouistreham depuis 30 ans, ou qui font des toilettes de camping depuis 30 ans, quoi. Voilà, donc pour ça, pour le coup, je trouve que le film est assez réussi sur son sujet, avec, comme je l'ai dit, la petite limite d'être un peu trop parfois centré sur cette personne qui ne vient pas d'ici et du coup qui implique des choses un peu extérieures. Mais est-ce que je peux dire un truc là-dessus Vas-y, je te laisse réagir à ça. Je pense que c'est important. En fait, le film parle de ça aussi. Questionner le regard qu'on peut avoir en tant que personne extérieure sur ce milieu-là, en mode la démarche un peu, qui peut paraître un peu limite. Je veux montrer comment vous vivez, vous, dans un truc presque un peu zoologique, hyper très dérangeant, quoi. Ouais, c'est presque un côté un peu anthropologique où elle va les regarder comme des animaux. Et je pense que c'était très important, en fait, de mettre cette dimension-là, parce que celui qui fait les films, c'est Emmanuel Carrère, qui est un écrivain, qui est pas dans ces milieux-là, j'imagine. Enfin, je connais pas sa vie d'avant, mais voilà, il est pas agent d'entretien, quoi. Oui, donc c'est adapté d'un livre sur les quais de Ouistreham. Donc en fait, il y a des personnages, il y a des acteurs dans le film qui sont les vrais personnages du livre de Florence Aubenas sur les quais de Ouistreham. D'accord, qui jouent leur propre rôle, en fait. Voilà, qui jouent leur propre rôle, parce que Florence Aubenas s'est vraiment infiltrée parmi eux, et on a sorti un livre. Donc voilà, le film est adapté de ça. Mais dans tous les cas, par exemple, moi, j'ai entendu des gens, un petit peu quand je parlais de ce film, autour de moi dire « Oh, j'ai pas envie de voir de ce film, Juliette Binoche qui s'infiltre chez les pauvres, quoi. » Ouais. Et aussi, ils avaient peur que ce soit gênant. Et pour tous ceux que ça peut rebuter de voir ça, sachez que le film a au cœur de son sujet de questionner, de remettre en question cette démarche-là. Ouais, il a pleinement conscience de ça. Il a pleinement conscience de ça, vraiment. Et il a une vraie réflexion là-dessus. Il suffit de le voir jusqu'à la fin pour se prendre dans la gueule ce que le film a à dire là-dessus. Et il n'a pas rien à dire. Je me souviens, tu sais que le mois dernier, on parlait de La Croisade en disant c'est un film de bobo parisien mais qui en a conscience et du coup ça désamorce un peu ce truc-là. Là, c'est encore un cran au-dessus parce que c'est toute la problématique du film, en fait, de dire en fait, tu veux représenter tu veux expliquer la réalité de beaucoup de gens, mais en fait, t'es pas de ce milieu-là. En quoi t'es légitime? Est-ce que ta démarche, elle est pas un peu voyeuriste? Je disais juste que des fois, peut-être que ça prenait un peu trop de place, mais je suis d'accord que c'est important que ce soit là. Ça annihile pas non plus toutes les questions qu'on peut se poser. Exactement. Ouais. J'ai aussi trouvé du coup que les personnages étaient attachants et criants de vérité, et du coup, ça recoupe avec ce que t'as dit. Si en plus il y en a qui jouent leur propre rôle, ça c'est encore plus logique, j'ai envie de te dire, parce que du coup ça veut dire que ils se jouent eux-mêmes. Et que c'est les vraies personnes qu'on a en face de nous. Mais en fait, tous ne jouent pas leur propre rôle qu'ils jouent dans le livre, mais tous sont agents d'entretien ou tu vois tous sont pas, à part Juliette Binoche, quoi. Il y a un truc vraiment qui est presque documentaire, je trouve parfois. Évidemment, un film a souvent la volonté de documenter sur un sujet. Je suis très fan de la chaîne YouTube qui s'appelle Storytank et qui réunit des conférences de beaucoup de scénaristes. Et il y a un des scénaristes justement qui expliquait que le scénario, il a 3 fonctions. Il a une fonction narrative, donc de divertissement, une fonction purement poétique et une fonction de documentaire, une fonction de renseignement. C'est intéressant. Et en l'occurrence, là, je pense que c'est un film qui a vraiment principalement une dimension de renseignement.
C'est-à-dire que voilà, le pitch du film, c'est de dire on va te montrer une réalité, et en ça c'est assez réussi. Et justement, je trouve qu'il y a. Mais bon, attention, ça reste assez romancé aussi. Enfin, Oui, il y a des bien sûr. retournements de situation comme dans un film classique. Enfin, Exactement. Oui. Mais justement, je te parle sur l'aspect milieu social en fait, sur Oui. la représentation de ces personnages, de la dynamique entre eux, etc. Du coup, du fait que ces personnages sont assez criants de vérité, les dynamiques qui s'en dégagent, et même avec le personnage de Juliette Binoche, sont de ce fait extrêmement touchantes. C'est-à-dire que toute cette histoire d'amitié et globalement en fait toutes ces interactions avec les différents personnages, donc il y a un homme qui dès le début essaye de la draguer et qui gravite un peu autour d'elle, il y a du coup ses différentes collègues et son amitié avec une en particulier, toutes ces relations là en fait de Juliette Binoche avec toutes ces personnes, je trouve que c'est extrêmement touchant et que c'est extrêmement que c'est plutôt réussi quoi. c'est pour ça qu'il faut aller au-delà quoi, de l'a priori, oui, Juliette Binoche qui s'intègre chez les pauvres. Oui. Parce que derrière ça, il y a des choses beaucoup plus profondes. Moi, enfin, peut-être que vous l'avez déjà compris, c'est un film qui m'a. Vraiment, je sais pas pourquoi, mais qui m'a profondément touché et qui. J'étais à deux doigts des larmes à chaque fois pendant tout le film, c'est vraiment bizarre. Mais il y a une sorte de. En définitive, parce que, je sais pas, il y a. Malgré ses défauts, parce qu'il a des défauts. En fait, on sent que c'est un film qui est fait par un écrivain. Je crois que c'est le deuxième film d'Emmanuel Carrère qui avait réalisé La Moustache avant, mais c'est principalement un écrivain, mais aussi scénariste quelquefois. Mais là, le fait qu'il réalise, on sent que c'est principalement un écrivain, parce que déjà, il y a beaucoup l'utilisation de la voix off pour signifier les pensées des personnages et pas les montrer. Ça commence ça dès le début. Je suis pas contre la voix off. Là, ça illustre un petit peu les pensées des personnages, et des fois où c'est un peu gros. Il y a plein de petites erreurs de réal, en fait, comme ça, je pourrais en citer plusieurs. Il y a des gestion des situations qui est pas parfaite. Par exemple, il y a un moment où Juliette Binoche a une séance de dédicace pour un de ses livres. Il y a quelqu'un qui l'interpelle à la fenêtre, et pendant ce temps, il y a des gens qui voulaient avoir un autographe de son livre. Et en fait, on sent que Emmanuel Carrère n'est pas hyper à l'aise à gérer ce genre de situation, parce qu'en fait, pendant que Juliette Binoche interagit avec la personne qui l'interpelle à la fenêtre, les gens devant elle restent statiques. La réalisation, c'est aussi un travail de gérer la fluidité entre les plusieurs aspects qui se passent sur le plan. Et là, le fait que les gens restent statiques devant elle pendant qu'elle interagit avec la personne dehors, c'est des choses qui relèvent de la mise en scène pure avec les acteurs, quoi, et comment rendre ça crédible. Le jeu d'acteur aussi, parce que faire jouer des acteurs non professionnels, ça doit pas être évident parfois. On sent que voilà, des fois ça joue un petit peu à côté quand même, pas tout le temps, hein, je dis pas, voilà, il y a des petits moments où voilà, ça doit pas être facile de gérer des gens qui n'ont pas l'habitude d'être face à une caméra, et on le ressent. Au niveau de la mise en scène, on est très souvent sur du champ contre champ. Sur la plupart des scènes. Il n'y a pas beaucoup de variété à l'heure de plan aussi. On est très souvent soit sur des plans moyens, soit sur des plans rapprochés poitrine. Pour la fluidité des scènes, des fois on ne comprend pas trop vraiment, ou soit on se situe, ou voilà. Ça mériterait d'avoir des choses, de plus grande variété quoi, pour la fluidité des scènes. Donc en fait, ce qui sont des questions de pure mise en scène. Mais malgré tout cela, voilà, malgré même son côté pas terrible en termes d'image, malgré tout cela, ça m'a profondément touché. Et en fait, moi j'ai envie de dire, quand j'ai vu ce film, j'ai envie de dire, des fois il faut s'éloigner du fantasme de la grande mise en scène. Ça doit pas être notre seul critère pour juger un film, quoi. Je préfère un film qui paye pas de mine au niveau de la mise en scène, mais qui est vraiment là pour mettre en avant des portraits dont on n'a pas l'habitude, pour prendre conscience de la dureté d'un certain milieu, que un film comme Bac Nord par exemple, qui a des moments époustouflants de tension et de gestion du rythme, mais qui derrière a un message dégueulasse, quoi. Donc faut pas que ce soit notre seul critère, je trouve, la mise en scène parfois, hein, mais là dans ce film-là ça s'applique totalement. Ouais, je suis plutôt d'accord, ouais. Après, l'absence d'esthétisme, c'est pas non plus parfois tout le temps un défaut, parce que comme je disais, c'est ce qui m'a intrigué notamment dans la bande-annonce. Et aussi, je me disais, c'était un peu ambigu cette démarche-là. Ouais, on les filme jamais, et même quand on les filme avec des plans moches. Qu'est-ce que c'est pas Pourquoi eux n'auraient pas le droit à des plans très esthétisés, comme on le filme avec, par exemple, quand on met en scène de la police, ou quand on met en scène des détectives, ou tu sais, pourquoi ce métier-là, eux, auraient droit qu'à des plans moyens? Oui, c'est une question qu'il faut se poser. En même temps, tu ne peux pas en faire autrement quand tu veux vraiment montrer comment c'est ingrat, quoi. Ouais. Tu vas pas. Je me souviens d'une scène de nettoyage aux toilettes qui justement est pas vraiment tendre avec le contenu.
avec le fait que c'est vraiment dégueulasse, mais parce qu'en fait, bah oui, il faut mettre les mains dans la merde, c'est le principe du métier, quoi. Donc, Oui, bah, comme je disais, dans la température de couleur, il y a quelque chose de très neutre. Comme quand tu sais, on pose une caméra, c'est ce qui va nous donner directement, tu vois. Enfin, il y a un truc qui ressemble, parce que des toilettes, ça a vraiment un éclairage blafard, pas ouf, quoi. Mais c'est ce qu'il y a dans le film. Oui, parce que c'est des toilettes de camping ou des toilettes de bateau. Enfin, ouais, c'est ça. Et même les bateaux, néons, dans le ferry. Non, mais même en termes d'éclairage, le ferry, tu sais, c'est des lumières orange, assez artificielles, assez criardes. Ouais. Et il y a ça dans le film, on va pas aller chercher. Et en fait, ouais, je trouve ça important parce que plusieurs fois dans les films, on va aller voir changer les draps de ce ferry sur les quais de Ouistreham. En fait, il faut qu'ils se lèvent très tôt pour aller nettoyer les chambres en fait de gens qui font une croisière. Le film ressemble à la vie, enfin même des réactions un peu gauches qui pourraient ressembler à un mauvais jeu d'acteur. Des fois, deux fois dans la vie, il y a des choses qui n'ont pas l'air montrables au cinéma, qui n'ont pas l'air esthétisables, mais là ça les montre. Et même il y a des moments qui pourraient paraître un peu gênants. J'étais un petit peu gêné des fois devant le film. Oui. C'est comme la vie en fait, il y a des moments. C'est gênant comme le personnage est gêné à ce moment-là. Je me souviens notamment d'une réplique donc que je ne contextualiserai pas parce que c'est un spoil, mais t'es pas une vraie personne. Je sais pas si tu te souviens de cette réplique. Oui. Mais en fait, à ce moment-là, je trouve que la personne qui dit ça a un jeu un peu gauche, un peu maladroit, avec des silences un peu gênés. Et en fait, je trouve que ça rend le truc encore plus crédible, encore plus réel en fait, parce que effectivement, à ce moment-là, à sa place, t'es tellement choqué que tu bafouilles, tu sais pas quoi dire, tu laisses des silences. Il y a un malaise qui, je trouve, encore une fois, renvoie à une réalité, en fait. C'est pour ça que tous les défauts que je disais avant peuvent être aussi une certaine forme des qualités. Comme tu disais, par rapport au fait que ça t'ait rappelé aussi des moments de toi quand t'as eu des petits boulots. Ouais. Moi, j'ai travaillé dans les vignes cet été. En fait, ça m'a rappelé pas mal de moments aussi à ce moment-là. J'ai travaillé 1 mois et demi, presque 2 mois avec la même équipe. On était une petite équipe, genre de 10 dans les vignes. Et genre, faut se lever très tôt. J'étais à 6h30, on est dans les vignes. Il faut y aller, faut pas réfléchir, faut se casser le dos. Et petit à petit, avec des gens qui avaient rien à voir avec moi, finalement, de mes intérêts. Mais à force de voir tous les jours, de les côtoyer, de discuter avec eux, il y a un truc hyper touchant, ça te sort de ce que tu connais. Et ouais, donc en fait, je me suis un petit peu presque senti à la place de Juliette Binoche. Il y avait un truc. Moi, j'ai fait ça en région bordelaise. À la fin, après d'avoir fait les vignes, je savais que j'allais monter à Paris. Il y avait un petit peu ce truc-là aussi que pose la question du film, en mode moi, je vais aller vivre à Paris, je vais avoir ce milieu-là, je vais le quitter. Je l'ai connu 1 mois et demi. Et eux, ils vont rester là. Ils vont rester là. En fait, ils sont là toute l'année. Et encore, là, c'est drôle parce que c'est l'été, on est nombreux. Mais ceux qui restent toute l'année dans les vignes, c'est les 4 mêmes, quoi. Et qui ont le dos niqué parce que c'est ce qu'ils font, qu'ils l'ont cassé, excusez-moi, parce que c'est ça qu'ils font toute l'année, pour un salaire, mais qui est ridicule, quoi, pour le travail qu'ils font. Et le film part d'une question qui est essentielle aussi, c'est le conflit des mondes, en fait. C'est pour ça que je trouve ça intéressant aussi, le fait qu'il y a cette femme qui est écrivaine et qui est là, c'est comment, en fait... c'est compliqué finalement de faire cohabiter 2 mondes qui n'ont rien à voir entre eux, quoi. Ouais, t'as du coup toutes ces situations un peu de malaise qui est liée à sa situation à elle, du fait qu'elle est un peu infiltrée, enfin qu'elle peut pas vraiment dire d'où est-ce qu'elle vient pour de vrai. Et notamment, tu vois, par exemple, la discussion dans la voiture sur leur vie sentimentale où à un moment donné elle dit « Ah mais machin, lui il te drague. Ouais, t'as un copain, non ? Non ? Pourquoi tu sors pas avec machin ?» Et genre, tu sais, il y a vraiment cette espèce de décalage où elle est en mode franchement, t'as quelqu'un de plutôt sympa qui te donne de l'attention, qui est là pour toi. Pourquoi est-ce que tu te mets pas avec lui ? Parce que pour elle, c'est une évidence. Alors que pour Juliette Binoche, en fait, rester célibataire à cet âge-là, ça peut très bien être une fin en soi. Et tu vois, c'est un élément parmi d'autres où à chaque fois, tu vois, t'as ces scènes de dialogue où t'as cette confrontation des 2 mondes, en fait, où en fait, il y a tout un enjeu autour du fait que du coup son ami comprenne ou pas à quel point elle est pas pareille, tu vois. Et des fois elle la regarde et fait « Ah, t'es bizarre ». Tu vois, elle a des réactions un peu où tu dis « Ouais, c'est vrai, il y a un vrai décalage, on le ressent et on sent que voilà, on n'est pas du même monde, on essaye de cohabiter, on est quand même amis ». Il y a quand même quelque chose qui est impossible à réconcilier, mais en même temps ça n'empêche pas que par exemple ce moment dans la voiture existait. Ouais. Et qu'il y a des beaux moments qui soient possibles aussi. Mais oui, je le conseille profondément. Carrément. Bon, on attaque quelque chose d'un peu plus léger, parce qu'on va parler de Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson. You know who my girlfriend is? Barbra Streisand? Barbra Streisand. Sand. Sand, yeah, like sands. Like the ocean, like Barbra beaches. Streisand? No, like Streisand. Sand. But the film is a sad thing for. This is fate that brought us together. But she's lived it 10 times or more. Our roads took us here. She could spit in the eyes of fools.
You're not my director. 1973, dans la région de Los Angeles. Alana Kane et Gary Valentine font connaissance le jour de la photo de classe du lycée du garçon. Alana n'est plus lycéenne mais tente de trouver sa voie tout en travaillant comme assistante de photographe. Gary, lui, a déjà une expérience d'acteur, ce qu'il s'empresse de dire à la jeune fille pour l'impressionner. Amusée et intriguée par son assurance hors norme, elle accepte de l'accompagner à New York pour une émission de télévision. Mais rien ne se passe comme prévu. Alors, pourquoi ce film ? Pourquoi ce film ? La réponse tient en 3 mots. Paul Thomas Anderson. Voilà. 3 noms plutôt. Oui, c'est ça. En fait, Paul Thomas Anderson, pour moi, c'est un cinéaste qui m'a étonné, parfois rendu perplexe. Parfois, je l'ai admiré, mais il m'a jamais laissé indifférent. Et voilà, j'étais trop curieux de voir sa nouvelle réalisation pour ne pas la choisir. Ouais, bah c'est un peu pareil. Hein. Moi, je l'ai découvert avec There Will Be Blood, qui est peut-être son plus connu. En tout cas, l'un de ses plus connus. Non, je sens que le plus connu, c'est Magnolia, je pense. Ok. Mais en tout cas, ouais, parmi ses plus réputés. Et du coup, j'ai un peu vu le reste de sa filmo. Je n'ai pas encore tout vu, mais j'en ai vu beaucoup maintenant. Et ouais, c'est ça, comme toi. Hein, c'est un réalisateur qui est toujours surprenant. Des fois, qui laisse perplexe. Des fois, qui est extrêmement touchant. Parmi les cinéphiles, il est quand même assez coté. Et voilà, nous, on a pas mal d'estime pour son travail. Donc, on se voyait pas trop passer à côté de son nouveau film. Bon, je vais commencer sur Licorice Pizza. Paul Thomas Anderson, en fait, souvent il y a 2 types de films chez lui, je trouve. Enfin, en tout cas, de l'effet qu'il a sur moi. Souvent, je trouve qu'il a un ton difficile à cerner, que tu comprends petit à petit. Enfin, oui, quelque chose qui est pas facile à... qui est pas perméable dès le début. Et soit, ça, je trouve que c'est au profit d'un sentiment très intéressant et d'une réflexion très pertinente. Ou soit, il y a cette impression-là pendant tout le film, mais c'est tellement confus que ça me laisse complètement à côté. Je vais donner des exemples. Ce sentiment-là, ambigu, mais qui marche, je trouve que c'est par exemple dans There Will Be Blood. Un film qui m'a complètement laissé de côté, c'est Inherent Vice par exemple, où j'ai juste l'impression que je ne vois pas du tout le film va en venir tout le long métrage, quoi. C'est d'un ennui profond pour moi. Après, il y a des entre-deux, c'est pas toujours aussi binaire. Par exemple, Punch Drunk Love, moi ça fait l'effet un peu entre les deux, quoi. En mode, ouais, pareil, c'est pour moi Punch Drunk Love, limite ça dépend presque des scènes. Enfin, genre, c'est ça, ouais. Il y a des moments où t'es vraiment pleinement avec le personnage, malgré toute la bizarrerie de lui et de l'univers qui l'entoure, et des fois où t'es un peu où tu restes en dehors et tu fais quand même c'est particulier, quoi. Dans celui-ci, je ne peux que dire que c'est un superbe film, incroyablement maîtrisé. Je trouve que c'est, en fait, si je devais le catégoriser plus dans tel cas ou tel cas dont je parlais précédemment, on est plus quand même du bon côté, mais ça n'empêche que je trouve que c'est un film qui est plus au cas par cas selon les scènes, quoi. Vu, en fait, c'est un film presque à sketch, en fait, Licorice Pizza, parce qu'il n'y a pas vraiment de ligne narrative qui va se dérouler, enfin, qui va avancer comme dans un film classique. On est sur un enchaînement. La seule ligne narrative, c'est la relation entre les deux personnages. Voilà, c'est ça, ouais. En fait, c'est tout. Mais sinon, on est sur des longues situations, parfois dans des ellipses entre les scènes très longues, sur presque un film à sketch pour moi. Hein, ouais, parfois il y a plusieurs mois d'ellipses entre les scènes. Et là, pareil, en fait, on est sur un film qui est très dur à cerner, mais particulièrement sur celui-là. Parce qu'en fait il t'emmène un petit peu partout, ça va dans tous les sens. Il y a tout ce truc que le personnage principal veut devenir acteur, mais en fait ça dure pas. Enfin, il te fait aller dans toutes les directions. Et ouais, il y a quelque chose d'assez perturbant, mais qui au final est au profit, et même après le visionnage du film, au profit d'une impression plutôt positive, je trouve. Parce qu'il y a quelque chose qui bouillonne, parce que ça veut parler aussi de cette certaine époque où tout allait très vite, où il fallait prendre des décisions très importantes dans sa vie rapidement. Enfin voilà, ça m'a pas non plus autant perdu qu'Inherent Vice, par exemple, qui pourtant était censé aussi parler d'une certaine époque. C'est un cinéaste, ouais, des regards, des visages, c'est parfois presque, je trouve que les gros plans de ce film sont plus pertinents que l'intrigue. Il y a un truc que je trouve hyper jouissif à regarder ces visages qui, des fois on est sur des plans hyper proches et on voit toute leur expression qui se déforme ou qui sourit, et je sais pas, moi ça me fascine de voir ça. Et il y a un truc qu'on peut pas renier à ce film, c'est que tout vibre, je sais pas, dans l'image. Je sais pas, déjà je pense que c'est un truc qui est très lié à l'utilisation de la pellicule, donc là je vais... Attention, un petit instant boomer, mais il y a une impression dans ce film qui serait impossible si on l'avait fait en numérique. Il y a vraiment cette
cette sensation de palpable, de la matérialité de l'image, de cette lumière qui vient s'imprimer comme de l'encre sur l'écran, et c'est fou. Même après avoir vu des moyens après, je me suis rendu compte à quel point il était fort pour que tout vive dans l'image, ce qui est aussi lié à sa capacité à faire vivre plusieurs plans dans l'image. J'ai eu l'occasion de voir plusieurs fois des plans du film. Et à chaque fois, t'as plein de trucs qui se passent dans le même plan sur plusieurs plans de l'image, tu vois ce que je veux dire ? Oui, Genre, c'est-à-dire à l'avant-plan, à l'arrière-plan, etc. Par exemple, on va voir un personnage qui est dans un bar en train de discuter, qui a de l'importance pour la scène. Derrière, à la fenêtre, on va voir le personnage joué par Ronan Keating qui va marcher pour les rejoindre. Et encore derrière, il y a un espion qui est en train de les pister parce que il y a un personnage politique qui se fait espionner. Enfin, c'est toujours comme ça. Comme on a beaucoup dit, les personnages courent tout le temps. Les personnages courent tout le temps dans ce film. Donc ouais, il y a vraiment quelque chose une énergie qui est palpable dans tous les plans, et c'est admiratif comment il arrive à faire ça. Ce que j'ai toujours préféré dans le cinéma de Paul Thomas Anderson, c'est sa capacité à faire durer une scène et à créer de la tension petit à petit jusqu'à arriver à un climax. Je trouve que c'est ce qui est le plus fort dans tous ces films. Dans par exemple There Will Be Blood, qui reste mon préféré, c'est cette scène au bowling à la fin. Une rencontre amoureuse dans Magnolia, moi, qui m'a beaucoup marqué. Oui. Qui dure vraiment beaucoup, et en fait ça s'infuse petit à petit, et tu finis par vibrer comme les personnages, alors qu'ils parlent pas de ça, mais ouais, c'est ça. Ouais. Ça sort d'eux, ça transpire d'eux. Oui, mais ça, par exemple, tu soulignes un bon point aussi d'une qualité de Paul Thomas Anderson, c'est sa capacité à faire transparaître beaucoup de choses sans parole. Ouais. Il y a une scène, par exemple. Pour moi, c'est un très grand directeur d'acteur, pour le coup. Ouais. Mais déjà, je parlais des 15 premières minutes de There Will Be Blood sans dialogue. Là, il y a une scène aussi, je sais pas si tu te rappelles, entre les deux personnages principaux, où ils ne se disent rien, ils s'appellent au téléphone, et en fait, ils s'appellent, mais ils ne se disent rien. Oui, ils laissent un silence. Mais dans ce silence, il y a tout. Ils ne se parlent pas, mais tu comprends tout. Et il est hyper fort pour faire ça. Parce que, je sais pas, il y a c'est les gimmicks des personnages. Et en fait, l'essentiel est dit sans mots, et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup dans le cinéma. C'est un film qui est planant aussi. Je sais pas si tu as ressenti ça, mais c'est planant grâce aux couleurs douces. Il y a souvent une caméra assez aérienne qui peut se balader un peu partout. Planant aussi parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de drama dans le film. C'est un film qui reste beaucoup dans un ton assez léger tout le temps. Oui, alors que des fois, les personnages passent par des phases assez difficiles parfois, mais le ton global reste assez léger, fun. C'est ça, ouais. Y compris quand ils se mettent vraiment dans la merde, parce qu'il y a des moments où ils se mettent vraiment dans la merde, et eux-mêmes ils en rient. Enfin, je sais pas si tu te souviens la fameuse scène du camion, qui est vraiment d'une très grande tension. À peine la scène se termine, à peine le problème est résolu, qu'ils se remettent à rigoler, tu vois. Ils sont vraiment en mode parce qu'ils prennent la vie sous un prisme de jeunes un peu innocents et insouciants, quoi. Mais cette scène du camion, pourquoi elle est bien ? Justement, parce qu'elle s'étire et qu'elle crée la tension petit à petit. C'est-à-dire, ça pourrait être une scène complètement anodine dans une comédie banale. Et il y a tout ce jeu sur le temps qui est brillant chez lui. Après, je disais que c'est un film qui est léger. Là aussi, je veux nuancer un petit peu mon propos, qui est léger tout le film, mais qui pose certaines problématiques, mais mine de rien, c'est assez fort quand même. C'est-à-dire qu'il va te parler du sexisme quand même présent dans cette époque-là, mais au détour d'un plan pendant que les personnages font autre chose. Il va te parler de la difficulté d'assumer aussi sa sexualité, mais même si c'est pas le sujet central. La crise du pétrole aussi en arrière-plan, mais c'est toujours, mine de rien. En fait, là où je dirais que je suis pas transcendé par le film, en fait, je trouve qu'il fait beaucoup de détours, qu'il y a un sentiment ambigu pour montrer des choses finalement que j'ai déjà vues ailleurs, tu vois. On a beaucoup couru pour arriver à quelque chose qui est presque décevant par sa banalité au final. Ouais, c'est vrai. Voilà. Après, ça ne n'engage que moi. Si vous ce que le propos vous touche beaucoup, mais en fait, ne vous remettez pas en question. Je n'ai pas cette prétention-là, mais ce que je veux dire, c'est que, moi, c'est peut-être lié à ma sensibilité qui est comme ça. Je trouve qu'on tombe sur des lieux communs. Si ça vous parle, allez-y à 100%, quoi. C'est aussi une ode à aller vers les bons sentiments, ce film, quoi. Il faut pas non plus trop la remettre en question. Moi, je préfère quand il parle de la cruauté de l'humain. Je trouve qu'il est plus pertinent. Donc c'est pour ça que There Will Be Blood reste son préféré. Si cette légèreté-là vous touche, tant mieux pour vous, je vous envie. Je trouve que c'est un film aussi qui est très très fort sur ses personnages secondaires. Je disais Bradley Cooper, il est incroyable là, dans ce rôle-là. Et moi, ma mention spéciale, vraiment le rôle qui m'a le plus touché de ce film, c'est le personnage joué par Ben Safdie. Ben Safdie, qui est un réalisateur, je sais pas si vous le savez. Je parle en fait le candidat politique, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Oui. En fait, c'est un duo, c'est des frères, les frères Safdie,
qui ont réalisé Good Times et un film incroyable qui s'appelle Lenny and the Kids. Voilà, Lenny and the Kids, qui est un de leurs premiers films, il me semble, qui se passe à New York. Enfin voilà, ils ont un truc, un héritage moderne de l'influence de John Cassavetes qui me touche beaucoup chez ces réalisateurs-là. Voilà, trêve de divaguerie. Le personnage joué par ce mec-là, il crève l'écran. Et il n'a pas forcément énormément de temps, mais il a une force tranquille, une humilité, une douceur, un truc où ouais, c'est pareil, là tout va passer dans son regard, tout va passer dans ce qui ne dit pas, qui reste gardé en lui, et c'est super fort comment il joue ça, je trouve. Je n'ai pas d'autres grand chose de plus à dire, donc je vais te laisser la parole, mais moi en tout cas je vous conseille Licorice Pizza. Alors, pour ce qui concerne du coup mon avis sur Licorice Pizza, disons que c'est pas du tout mon Paul Thomas Anderson préféré, c'est pas non plus celui que j'aime le moins, parce que un peu comme toi, il y a quand même certains films de ce réalisateur qui me laissent un peu en dehors. Si vraiment il y a des gens qui ont compris Inherent Vice et qui peuvent m'envoyer un message pour m'expliquer de quoi ça parle, vraiment je suis preneur. Je crois que t'es pas le seul dans ce cas-là, il y a beaucoup de gens qui sont perdus par Inherent Vice, moi je l'ai pas vu, pour le coup c'est un de ceux que j'ai pas vu, donc ça me fait pas trop envie du coup, mais par contre, je suis par exemple resté très en dehors de son premier film qui s'appelle Double Mise, qui vraiment je pense c'est celui qui m'a laissé le plus en dehors, où tout le long du film je me disais mais où est-ce qu'il veut en venir, pourquoi est-ce qu'il se passe ça maintenant, c'est trop bizarre. Licorice Pizza, je qualifierais le film de fresque modeste, dans le sens où à la fois c'est ce que fait Paul Thomas Anderson quand il fait une fresque, c'est-à-dire un film assez long, je crois qu'il dure 2h40, qui s'étale du coup sur une période aussi assez longue de vie. Donc là en l'occurrence, comme on l'a dit, il y a des ellipses sur plusieurs mois, sur plusieurs années, etc. Enfin sur plusieurs années je suis pas sûr, mais des ellipses sur plusieurs mois. Il y a cette volonté de brasser assez large avec une grande galerie de personnages. Il y a cette volonté aussi de pas nous dire combien de temps ça... Oui c'est ça, on ne donne pas trop de repères. On a l'impression qu'ils sont un peu jeunes éternellement, enfin c'est assez bizarre, mais... Oui, c'est vrai. Et donc en fait il y a ce côté fresque qui est là dans d'autres films de Anderson comme Magnolia, comme Boogie Nights, etc. Et en même temps il y a aussi ce côté plus modeste qu'il a donc, dans d'autres films comme Punch Drunk Love, qui se concentre sur une relation entre deux personnages qui rend ça assez central et qui du coup va traiter ça de manière plus intime et plus approfondie. C'est pour ça que je dis que c'est une fresque modeste, parce qu'en fait à la fois c'est extrêmement minimaliste de se dire tout le film il va vraiment tourner autour de la relation entre ces deux personnages, et en même temps c'est un prétexte pour brasser large, et du coup c'est peut-être ça qui donne un peu cet effet entre guillemets pétard mouillé, même si c'est pas dramatique non plus, mais cet effet un peu que tu disais que en fait ça en fait beaucoup pour pas grand chose, c'est qu'en fait j'ai l'impression que c'est surtout un prétexte pour raconter le Los Angeles des années 70, et qu'en fait cette histoire d'amour elle est pas secondaire du tout, mais il y a pas que ça, je pense que c'est un peu ça qu'il veut chercher à montrer, et que du coup il se fait plaisir, enfin moi surtout j'ai l'impression que c'est ça, c'est qu'il se fait plaisir en mettant plein de personnages complètement farfelus dans son histoire. Matelas à eau et de flipper. Et voilà c'est ça, parce que c'était ça aussi le LA des années 70, avec un peu cette folie de bah ouais en fait tu peux faire fortune en vendant des matelas à eau, pourquoi pas, tu vois, genre. Et je pense que c'est aussi pour ça que les personnages vont un peu dans tous les sens, parce que c'est vraiment une espèce d'ode à la liberté, à l'insouciance, et surtout en plus une ode à la liberté dans un monde où ces personnages qui sont des enfants, parce que du coup elle c'est une jeune adulte qui a entre guillemets pas complètement grandi, enfin qui s'est pas complètement intégrée dans la vie des adultes, et du coup cet autre personnage qui est un enfant, le garçon qui est même pas majeur je crois, mais il a 15 ans. Ouais, c'est ça, il est au lycée, quoi. Ouais. T'as un lycéen et une jeune adulte, et en fait, ces deux personnages-là, ils sont complètement en dehors du monde des vrais adultes, et ça, en fait, c'est, pour moi, ça sert à un propos du film qui est cette espèce de dichotomie entre ce monde, le monde des enfants et le monde des adultes, et en fait, les enfants sont au final plus des adultes que les adultes, parce que c'est eux qui entreprennent, c'est eux qui essayent d'aller de l'avant, de créer un projet de vie, de créer aussi une relation entre les deux, même si c'est pas facile, parce que, bah, ils communiquent un peu comme des enfants, quoi. Donc des fois pas trop, et beaucoup dans les non-dits. Et ça d'ailleurs, comme je l'ai dit, je pense que c'est une grande force de Paul Thomas Anderson, au-delà des non-dits, mais en général la direction d'acteur. Enfin, moi je me souviens de Paul Dano dans There Will Be Blood qui m'avait beaucoup marqué, et je trouve que globalement dans tous ces films il y a très souvent quand même des performances notables. À noter que Cooper Hoffman, je crois que c'est son premier film. C'est le fils de Philip Seymour Hoffman. Voilà, donc c'est le personnage principal, c'est le fils de Philip Seymour Hoffman. Son premier film comme la Alana Kane. Oui aussi, d'accord. Donc ouais, vraiment les deux personnages principaux c'est leur premier film. Bravo à eux, parce que ça joue super bien tout le long du film. Oui. Il y a une volonté aussi un peu de jouer sur leur visage, c'est-à-dire de jouer aussi avec les défauts de leur visage, ça les rend
entre guillemets plus normaux. C'est-à-dire il a pas casté des super beaux gosses, tu vois. Il a casté des gens qui ont aussi elle a les dents qui ressortent un peu, lui il a des boutons, enfin ça fait des gens ultra beaux dans le cinéma, ça. Ouais, j'ai aussi pas mal apprécié le fait que le film il est parsemé parfois de moments de vrai malaise. Il y a quelques fois dans le film où vraiment j'étais pas bien, j'ai réagi physiquement quoi. Je m'enfonçais dans mon siège en fermant les yeux. Sans trop en dire, tu peux avoir notamment il y a tout un personnage d'entrepreneur qui va conseiller Gary plusieurs fois dans le film, notamment surtout au début. Et tu sais qu'il y a une femme qui est japonaise. Ah oui. Et bon, je sais pas si tu te souviens de l'interaction qu'il a avec sa femme, les différentes interactions, mais moi ça m'a mis extrêmement mal. Et en même temps ça dit un truc sur les années 70 et je trouve ça bien que tu vois, ça idéalise pas cette époque parce que c'est un film nostalgique, ce qui n'idéalise pas l'époque, mais j'y reviendrai juste après. C'est ce qui le différencie de Tarantino. Oui, exactement. Il est nostalgique, mais il ne l'idéalise pas. Ouais, en fait, le film peut parfois être comparé à Once Upon a Time in Hollywood, qui est aussi une grande fresque qui se passe dans le LA des années 70. Et effectivement, je suis d'accord qu'il y a une différence assez notable, c'est que Tarantino, il a fait son trip nostalgique et il l'assume comme tel, là où Paul Thomas Anderson, il est plus nuancé. Et il va aussi parler des problèmes de cette époque. Et là, comme je le dis, voilà, le fait que Sean Penn il drague une meuf qui a 25 ans alors que lui il en a quasiment 60. Le personnage de Bradley Cooper aussi. Oui, et voilà. Et le personnage de Bradley Cooper aussi qui est complètement déconnecté des réalités, complètement taré. Et en fait, voilà, tous ces éléments-là, au final, je trouve que c'est la force du film, c'est cette capacité à brasser extrêmement large, en fait, avec tous ces personnages secondaires, ces problématiques secondaires. Et comme tu le dis, ouais, le côté film à sketch, je dirais pas forcément que c'est un film à sketch, mais en tout cas, il y a des épisodes, il y a vraiment des espèces de segments, quoi, dans le film qui sont marqués. Et au final, on voit l'histoire d'amour qui évolue à travers ces différents épisodes. On a presque l'impression de regarder une série à travers un film, quoi, je veux dire d'un point de vue narratif. Mais limite, je trouve ce qu'il a à dire sur l'amour est presque le moins intéressant que tout le reste. Oui, mais il n'y a pas vraiment de propos sur l'amour, mais j'ai l'impression que Paul Thomas Anderson, il a rarement un propos sur l'amour. J'ai l'impression que quand il y a des histoires d'amour, l'amour en lui-même, il va être brut, sincère et tellement pur que le film, il va pas parler de ça, il va parler de ce qu'il y a autour. Enfin, tu vois, dans Punch Drunk Love, par exemple, ça va plutôt parler de l'incapacité du personnage principal à s'adapter au monde, plutôt que de l'histoire d'amour en elle-même. L'histoire d'amour, c'est au final ce qu'il y a de plus simple pour lui, tu vois. Dans le sens où, lui, il est purement... il l'aime, elle l'aime, c'est pas ça le problème, tu vois. Et j'ai l'impression que souvent, c'est un peu ça dans les films de Paul Thomas Anderson. Pareil, dans Magnolia, les deux personnages qui tombent amoureux au premier coup d'œil, tu sais qu'ils sont amoureux, mais dès le début et avec une intensité folle, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est plus ce qui va éventuellement les empêcher d'avancer ou des choses qui sont complètement extérieures. Au final, c'est un mec qui croit, je crois, tellement à l'amour pur qu'il a... Mais c'est ça, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il y a ça. Il croit à l'amour sans faille, quoi. C'est ça qui est super beau, c'est que du coup, dans ces films, l'amour n'est pas un problème. L'amour, c'est une solution, et les problèmes, c'est tout ce qui va empêcher l'amour d'exister, quoi. Après, j'ai pas vu Phantom Thread, mais ça a l'air quand même un peu plus de parler des problèmes de l'amour en soi. D'accord, je l'ai pas vu non plus. Mais il y a un truc, sur la... Donc peut-être qu'effectivement, il y a un film de sa filmo qui en parle, mais voilà. Ceux qui l'ont vu peuvent nous dire. Je trouve ça intéressant qu'on se rende compte un peu de ça maintenant. C'est... Voilà, la plupart du temps, Paul Thomas Anderson, l'amour, c'est pas le problème, quoi. Il est là, il est pur, il est présent, mais c'est pas le problème. Enfin, quoique, il parle quand même de certains problèmes, même dans ce qu'il peut avoir de toxique entre les deux. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai. La relation, elle est quand même approfondie pour autant. Moi, j'aimerais juste soulever un point. Pardon, t'as fini, Pierre? Oh, oui, j'avais rien d'autre à dire. C'est que avant le générique défilant, il y a, je sais pas si tu te rappelles, ils vont nous montrer un petit peu comme les vieux films, des séquences déjà vues avec les acteurs avec leur nom à côté. Et tu vas avoir vraiment ça va aller des personnages principaux jusqu'à ceux que tu vois 2 secondes, quoi, dans le film. Ouais, et pour le coup, je trouve que ça rejoint ce que je disais sur les personnages secondaires et leur importance, en fait. C'est que j'ai l'impression que ce film-là, si c'est autant un film qui brasse large et même peut-être parfois trop, c'est aussi parce que toute la démarche du réalisateur dans le film, c'était de retranscrire en fait plein de facettes de cette époque à travers plein de personnages, une galerie de personnages extrêmement variés. Est-ce que tu as d'autres choses à dire, Pierre? Parce que moi j'ai fait le tour. Je pense que c'est tout. Il est temps de parler de monstres. Il est temps d'aller chercher des choses peut-être un peu plus noires, parce qu'on va aborder Nightmare Alley de Guillermo del Toro. What did you do, Stan? Why did you do that? Sometimes you don't see the line till you cross it. You don't fool people, Stan. They fool themselves.
Alors qu'il traverse une mauvaise passe, le charismatique Stanton Carlyle débarque dans une foire itinérante et parvient à s'attirer les bonnes grâces d'une voyante, Zina, et de son mari Pete, une ancienne gloire du mentalisme. S'initiant auprès d'eux, il voit là un moyen de décrocher son ticket pour le succès et décide d'utiliser ses nouveaux talents pour arnaquer l'élite de la bonne société new-yorkaise des années 40. Avec la vertueuse et fidèle Molly à ses côtés, Stanton se met à échafauder un plan pour escroquer un homme aussi puissant que dangereux. Il va recevoir l'aide d'une mystérieuse psychiatre qui pourrait bien se révéler la plus redoutable de ses adversaires. Pourquoi ce film ? Alors, ça va un peu faire doublon avec Paul Thomas Anderson, mais Guillermo del Toro. C'est-à-dire, je suis très intéressé par ce que fait ce réalisateur, même si pour l'instant j'ai pas encore vu beaucoup de films de lui. C'est le 3e que je vois, mais du coup j'avais vraiment pas envie de le rater. Et effectivement, on est un peu sur le même gabarit que le film de Paul Thomas Anderson, c'est-à-dire un gros film d'auteur avec un budget moyen plus, on va dire. Et voilà, qui est là quand même pour attirer un public assez cinéphile. Et il y avait tout l'univers quand même des Freaks qui nous intriguait tous les deux. Ouais, exactement. Le contexte un peu de Guillermo del Toro qui reprend l'imagerie de l'univers des freak shows, des cirques à cette époque-là. C'est tout un univers visuel en fait qui était très attirant. Mais on va essayer quand même d'être un peu plus diversifié pour les mois à venir au niveau des nationalités. Exactement. Je te laisse commencer, mon cher Pierrot. Allons-y. Qu'as-tu pensé de Nightmare Alley ? C'est vrai, mais tout le monde se demande. Le suspense est à son comble, le public est pendu à tes lèvres. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Nightmare Alley ? Je pense que c'est le film que j'ai préféré de cette sélection. Waouh ! Donc, Guillermo del Toro, j'avais encore pas vu tant de films que ça de lui. J'ai vu, mis à part celui-ci, Shape of Water, que je trouve bien, mais un petit peu surcoté, dans le sens où il avait été couvert d'Oscars, a pu savoir quoi en faire, alors que je trouve que c'est, entre guillemets, juste un bon film. Et Le Labyrinthe de Pan, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Nightmare Alley, je suis déjà extrêmement fan donc, de tout l'univers visuel du film, et ça, c'est pas vraiment une surprise chez Guillermo del Toro. Donc oui, les décors sont vraiment magnifiques. Alors, le film est un peu divisé en deux parties. Un environnement plus urbain que l'autre, parce qu'il y en a un où on est dans le freak show, et l'autre où on est dans la haute société new-yorkaise. Dans les deux cas, voilà, la direction artistique, elle est assez incroyable. Notamment, je pense au bureau de la psychiatre, qui est du coup une espèce d'appartement bourgeois new-yorkais, vraiment magnifique, avec des dorures de partout, extrêmement beaucoup de détails. Enfin, bravo au chef décorateur, vraiment, même à toute l'équipe déco. Hein. Au-delà de ça, le scénario reprend les codes du film noir. Alors ça, c'est un peu impensif que de le dire tellement tout le monde l'a dit, mais effectivement, Nightmare Alley, déjà c'est le premier film de Guillermo del Toro qui comporte pas vraiment d'éléments surnaturels et qui reprend énormément les codes du film noir. Donc si vous êtes très fan de films noirs, que vous avez déjà vu beaucoup de films noirs, ce qui n'est pas mon cas, vous allez peut-être pas forcément être très surpris des retournements de situation qui peuvent arriver dans le film, parce qu'en fait c'est tellement codifié que voilà, si vous voulez être surpris en termes de scénario, c'est peut-être pas... Mais toi, tu trouves ça un défaut ou je veux dire, c'est pas un défaut en fait, moi, c'est que ça me dérange pas, parce que je trouve que ça relève plus de l'ordre de la tragédie, c'est-à-dire que, étant donné le personnage que c'est, on a une bonne idée de ce que peut être son destin, en fait. Et donc, du coup, pour moi, c'est pas dérangeant, mais je comprendrais que ça puisse déranger, parce qu'on pourrait trouver ça prévisible. Au-delà de ça, ouais, du coup, pour revenir sur tout le scénario, donc comme j'ai dit, ça reprend les codes du film noir. On a évidemment une femme fatale, on en a même techniquement plus d'une, mais on a une seule vraie femme fatale, du coup, qui est jouée par Cate Blanchett. Donc forcément, quand on connaît un peu le film noir, ce qu'on attend un peu de la femme fatale, ben ça arrive dans ce film. On a le passé mystérieux du héros, le fait aussi qu'il refuse de boire de l'alcool. Ça, c'est des trucs qui sont vraiment typiques du film noir. Tu vois, un héros en fait qui a un vice et qui va passer à côté tout le long du film, et au bout d'un moment il va moins passer à côté, et c'est dans la dimension tragique du personnage aussi. Mais c'est un grand hommage au film noir. Exactement. Et en fait le truc c'est que donc toutes les cases sont cochées, et donc je comprendrais qu'on voit ça comme un défaut. Moi au contraire, je vois ça comme une manière de reprendre les codes en les appliquant, sans forcément essayer de les twister, de les contourner ou de surprendre avec, mais du coup en assumant sa dimension en fait finalement purement tragique. Au-delà de ça, il y a quand même un ajout d'une assez grande richesse, par exemple tout l'univers des Freaks, parce que du coup on a vraiment deux univers assez différents qui se rencontrent, puisqu'en fait l'univers des Freaks d'un côté et le film noir purement urbain new-yorkais de l'autre. Ouais, c'est un film assez schizophrène. Hein. Ouais, voilà, en fait c'est vraiment le film est scindé en deux, et pour moi ça a énormément de sens, étant donné que le schéma narratif, il reprend aussi un peu une formule extrêmement classique qui est celle du rise and fall, en fait. Un personnage qui va progressivement essayer de monter l'échelle sociale, d'avoir une espèce d'ascension dans la société, qui va un peu finir par se brûler les ailes, et après on va voir sa chute. Et voilà, en fait pour moi c'est un film qui
qui est intéressant à partir du moment où vous avez déjà vu des films qui racontent ce type d'histoire, parce que c'est un film qui en est pleinement conscient et qui arrive en fait pour moi à amener proche de la perfection en fait tous ces codes là. Il y a une sorte de maniérisme là, finalement. Mais en fait pour moi c'est ça, c'est plutôt du maniérisme à un point assez précis. L'identité aussi de son auteur en fait qui peut changer la donne, parce que c'est pas n'importe qui aurait fait ce film en fait. Guillermo del Toro, il a pas peur d'être cruel avec ses personnages, il a pas peur d'aller extrêmement loin dans le côté sombre et dans la psyché humaine, et je pense qu'en fait si on regarde un film noir des années 50, ce sera quand même plus aseptisé en fait que ce que nous propose Del Toro aujourd'hui, tu vois. Donc c'est aussi là où je pense que c'est intéressant, c'est qu'il va plus loin dans la cruauté avec ses personnages. Je trouve qu'il y a un truc qui est vraiment scénaristiquement, il est quand même extrêmement brutal avec tous ses personnages, je trouve. Et il ajoute un truc, c'est tout le côté qui frise le fantastique, quoi. Le film n'est pas foncièrement fantastique, d'ailleurs je crois que c'est la première fois que Guillermo del Toro fait pas un film foncièrement fantastique, mais ce qu'il ajoute au film noir, bon c'est pas le premier film à le faire, mais à le faire sans qu'il soit vraiment fantastique, c'est une sorte de volonté aussi de dépasser ses références. Ouais c'est ça, il dépasse aussi lui ses propres codes, et il va chercher d'autres références, parce que l'esthétique du film noir était déjà présente dans d'autres films. Enfin, vous voyez la forme de l'eau, il y a quand même aussi un peu cette esthétique-là. Mais là, pour le coup, vraiment, c'est une espèce de volonté d'application pure. Mais en même temps, en gardant cet univers-là, Guillermo del Toro qui met en scène un univers de freaks, et les freaks shows, les cirques dans les années 40, avec tout ce que ça implique de absolument aucune éthique avec les êtres humains, les animaux, et etc. Bah pareil, hein, ça c'est typiquement du del Toro. Il y a un personnage aussi joué par Willem Dafoe, qui pour moi qui incarne parfaitement le rapport un peu ambigu qu'on peut avoir en fait à toute cette imagerie des freak shows. C'est à la fois le côté fascinant et en même temps repoussant, parce que c'est un personnage qui a absolument aucune éthique, enfin qui a pas aucune éthique, mais qui a une éthique extrêmement discutable, on va dire. Et la galerie de personnages d'ailleurs je trouve est très intéressante, les acteurs sont très bien utilisés. Pareil, Toni Collette, du coup la voyante, je la trouve extrêmement touchante, bien utilisée. À la limite Bradley Cooper est peut-être un cast un poil trop lisse pour ce rôle-là, je trouve. C'est-à-dire qu'il a peut-être trop la belle gueule, quoi. Ouais, c'est ça. Mais justement, je pense que c'est aussi ça qui fonctionne au final dans le film, parce que il a trop la belle gueule, donc on y croit au début quand c'est un bon gars, et en fait quand progressivement ça devient un connard, c'est limite perturbant. C'est cohérent. Donc voilà, je trouve que le film est plutôt une réussite en tout point. Je trouve ça dommage que ce soit pas un film qui ait très bien fonctionné, parce que je crois qu'aux États-Unis il a pas mal fait un bid. J'ai l'impression qu'en termes de distribution il a été un peu bazardé, et je trouve ça vraiment dommage. Terrible, je trouve que son affiche ça donne pas envie d'aller voir le film. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, en fait il y a un montage Photoshop qui est un peu raté, je trouve, où... Je sais pas, ça met pas du tout en valeur l'intrigue, je trouve, l'affiche. Ouais, je trouve que elle a des teintes un peu dégueu, enfin je sais pas. Et du coup, toi, Corian, t'as pensé quoi du film ? Je commence direct à poser le décor. Je suis pas fan de Guillermo del Toro. Ok. Voilà. Je sais pas, de mon côté, je trouve qu'il a un côté chez lui d'assez lissé et cousu de fil blanc, qui est très visible dans Shape of Water, je trouve, mais que j'avais déjà ressenti dans le Labyrinthe de Pan. C'est quelque chose qui est lié, je sais pas, déjà, je trouve, à ses mouvements de caméra, à sa machinerie, que je trouve assez répétitive et presque télévisuelle. Il y a quelque chose d'assez lisse qui me sort de l'émotion. Et surtout, je trouve qu'il y a une fausse noirceur. Il y a une fausse noirceur un petit peu chez lui. Shape of Water, c'est un film que j'aime vraiment pas beaucoup. Je trouve que justement c'est rempli de bons sentiments. Alors pour le coup, c'est pas comme Licorice Pizza où c'est à rattraper. Je trouve que déjà c'est vraiment un film à Oscar où il y a vraiment la scène de danse. Enfin, je suis désolé à ceux qui ont adoré le film. Je trouve qu'il parle de l'amour n'a pas de limite, l'amour c'est sans frontières, mais au final c'est très conventionnel. On tombe hyper vite amoureux, on tombe vraiment sur des trucs bateaux. Sur celui-ci, je suis plus positif quand même que sur Shape of Water, même si je reste assez mitigé. C'est-à-dire qu'en fait j'aime beaucoup sa première partie qui se passe au cirque, parce que pour récapituler un petit peu, le personnage de Bradley Cooper va se faire en fait dès le début embaucher un petit peu à la volée par une compagnie de cirque, et donc il y a toute cette première partie là où il rencontre cette troupe, où il va s'inspirer d'eux, d'apprendre petit à petit leur talent, et après il y a la seconde partie comme tu disais où il va infiltrer la haute bourgeoisie. Et en fait l'aspect cousu de fil blanc dont je parlais de Guillermo del Toro est très visible aussi, je trouve, un petit peu dans ce film-là, parce qu'en fait, il va poser, comme tu disais, beaucoup de choses dans sa première partie, mais qui vont s'appliquer dans sa deuxième, en fait. Et donc, la deuxième, je l'ai vraiment ressenti comme, en fait, une application, une démonstration de ce qu'on m'avait déjà appliqué avant, et ça m'a un peu ennuyé. C'est pour ça que je suis sorti du film, tu vois. Qui, comme tu disais, il y a un côté tragédie, qui est assez cohérent, mais moi... Et puis Rise and Fall, en général, toute la mécanique des films qui fonctionnent en Rise and Fall, c'est... pendant l'ascension du personnage, tu montres ce que pourraient être ses faiblesses et ce qui pourrait causer sa chute. Et une fois que ça arrive,
t'as toutes les conséquences en fait. T'as toujours des scènes qui font écho, des scènes de chute qui font écho à des scènes d'ascension. Oui, alors moi ça a plutôt tendance à m'ennuyer, ça enlève de l'implication, en tout cas c'est mon ressenti. Même visuellement, je trouve que la première partie est beaucoup plus inspirée que la deuxième. En fait, je trouve que même en termes d'éclairage, j'adore tout ce qu'il pose dans sa première partie. En fait, moi déjà j'ai toujours été intrigué par l'univers du cirque. J'aime aussi énormément le film Freaks, le vieux film Freaks. Et là, j'ai l'impression que Guillermo del Toro en fait beaucoup référence. Et j'adore Elephant Man de David Lynch. D'ailleurs, je trouve qu'il le pompe un peu trop. Nightmare Alley, Elephant Man, notamment par exemple tout ce que disait avec le personnage de William Dafoe, qui fait beaucoup référence aussi au personnage qui exploite, le méchant un petit peu d'Elephant Man. Pour moi, c'est juste qu'il reprend cet univers-là. Je veux dire, il y a toujours un bonimenteur qui vient pour montrer la créature monstrueuse. Enfin, pour moi, ça fait aussi référence à l'introduction de Freaks, par exemple, qui comporte aussi un bonimenteur qui dit venez voir la créature horrible qu'on révèle qu'à la fin, mais du coup, le film commence par ça, tu vois. Ouais, mais comme je disais dans Scream, je l'avais déjà vu avant et mieux. Ouais, d'accord. Ouais, je comprends. Non, mais voilà. Je trouve qu'il fait de l'iconographie du cirque des choses que j'avais jamais vues ailleurs. Il arrive à me surprendre là-dessus, quand même, je trouve, dans toute sa première partie. Tu sais, à un moment, il cherche un personnage dans une sorte de parcours fantôme. Et là, le jeu sur le décor est complètement impressionnant. Il y a un truc de l'inspiration de Dali, tu sais, avec des yeux qui sortent de nulle part. Et en fait, là, ce que j'aime beaucoup dans ce moment-là et dans d'autres moments, c'est qu'en fait, on frise le fantastique, mais on n'y est pas vraiment. Ouais. Et ça, je trouve ça fascinant. Et d'ailleurs, il y a certains moments où on se demande si on n'est pas dans le fantastique. Donc, j'ai l'impression qu'il joue aussi un peu avec les attentes de ses spectateurs, qui se disent, on est chez Del Toro, il y aura du fantastique. Et non. Et on est chez Del Toro, il y aura des monstres. Et non. Et finalement, c'est là où il me surprend le plus. Bon, désolé, on spoil un peu, mais voilà, c'est. Si, toutefois, on croit au spoil pour apprécier un film, mais c'est là où il me surprend le plus, en fait. Le fait qu'il ne soit pas allé complètement dans le fantastique, j'ai beaucoup aimé. Et c'est là où, tu sais, cet aspect cousu de fil blanc est un petit peu sorti, je trouve, dans ce film-là. Et j'adorais, en fait, limite qu'il arrête de faire des films. Enfin, je veux dire que son prochain film se passe de nos jours. Il n'en a jamais fait, il revient toujours à cette époque, 40, 30, 40. Je pense que ça, c'est plus par un souci d'univers visuel. C'est que je pense qu'il doit avoir une telle appétence avec l'univers des années 30-40. Il a du mal à faire autre chose avec ses chefs déco. Ouais, c'est ça. Oui. Je pense qu'il a tellement kiffé, mais moi qui aime être surpris au cinéma, j'adorais le voir dans un autre registre. Ouais. Il y a même, tu sais, surtout, je trouve les plans de nuit dans le cirque qui m'ont profondément marqué, cette grande roue qui découpe la nuit obscure. Il y a aussi des partis pris assez osés dans toutes ces premières parties. Il y a énormément de clair-obscur, inspiration film noir, déjà qui casse cette pure netteté qui me dérange un peu. Et il y a même des partis pris assez osés où carrément des fois on voit pas les enfin je sais pas si tu te rappelles, on voit pas le visage des personnages, tu sais. Et des fois ils sont sous la scène, des fois où ils sont dans des décors où c'est à la limite on voit leur faciès. Voilà. Mais en fait j'aime pas ces films qui te mettent 15 000 trucs où tu sais ils te disent ne prends absolument pas ça. Et tu sais absolument que ça va ressortir après. Je sais pas, moi, ça a tendance à me sortir du film. Je comprends, parce que là, en plus, il y en a beaucoup, des éléments, en fait, tous les éléments qu'on lui dit, fais pas ci, fais pas ça, agis pas comme ça. Ouais, c'est des setup payoff assez grossiers au final. Enfin, setup payoff, donc c'est quand on prépare un élément dans un scénario et qu'on y revient plus tard, et qu'il y a une espèce de réponse à cette préparation. Et là, effectivement, il y en a beaucoup. Enfin, comme je disais, moi je le vois tellement dans un aspect, hommage et tragédie. Comme je t'ai dit, c'est que moi j'ai vécu le film différemment. C'est que voyant où ça allait, je me suis dit, si c'est ça, c'est terrible. Tu vois, alors que toi tu t'es dit, ah ouais, donc c'est ça. Toi, tu trouves que c'est au service d'un propos particulièrement glaçant sur l'être humain, quoi. Oui, c'est ça. Oui, parce que pour le coup, moi je pense que c'est peut-être ça qui m'a marqué le plus dans le film. C'est tout le propos sur la nature humaine et sur ce mec qui semble pourri jusqu'à la moelle, alors qu'au début c'est un bon gars. Enfin, ce que raconte le film sur la manipulation. Ouais. Et sur les côtés pervers de l'être humain marque, je trouve. Ouais. Et je trouve que en ressentant du film, tu réfléchis à deux fois à tes actions, tu vois. Ouais, je trouve qu'il y a réfléchis à faire confiance à quelqu'un, t'es méfiant en sortant du film, je trouve. Ouais, me fait ça remet en question beaucoup de choses, je trouve. Même si il y a un sous-texte freudien un peu, ça y va un petit peu avec des grosses pompes, quoi. Ouais. Il y a quelques fois dans la seconde partie, on retrouve, je trouve, le talent du décor de la première partie. Ouais. Toutes les fois il est dehors, on le voit dans la ville, tu sais, je me rappelle il y a une course-poursuite en voiture et du coup on est à l'extérieur et il y a cette atmosphère glaçante et dépressive de cette ville avec un métro. La ville sous la neige aussi. Ouais, la ville sous la neige. Les décors sont vraiment incroyables. Enfin, Guillermo del Toro, pour moi, sa plus grande force, c'est peut-être sa force de directeur artistique, parce que j'ai l'impression que tous ces films, même ceux que j'ai pas vus, j'ai clairement des images en tête tellement il sait mettre en place une esthétique et un univers visuel, et que voilà, là encore une fois il prouve sa puissance parce que il fait des décors magnifiques, même tout le jardin de l'homme riche
cette fameuse Nightmare Alley en fait, enfin cette allée dans ce jardin. Par contre, le titre est magnifique, je trouve. Ouais. Nightmare Alley. Et Juste, j'aurais aimé que les choses soient moins appuyées et puis d'accord, peut-être qu'il a un propos aussi sur le cinéma en lui-même, tu vois. Oui. Ça fait tellement hommage à, même ça fait hommage à Freaks, même. Mais moi c'est pour ça que je revenais sur l'aspect film noir, c'est que parce que pour moi il a un propos sur les influences qu'il puise et ce qu'il reprend, tu vois. Tu sais, le film noir, en fait, c'est un genre qui est assez désuet, qui a eu sa période dans les années 50-60, je crois, et puis qui est tombé en désuétude. Maintenant, le film noir, il y a presque plus de films noirs qui sortent, et le fait d'en refaire un maintenant et de le faire de cette manière-là, pour moi, c'est assez signifiant, tu vois. Et en plus, Del Toro, qui est réputé pour son cinéma de genre, et du coup son traitement des genres, c'est pas anodin, tu vois, qu'il fasse ça. Pour moi, c'est un peu comme, par exemple, quand il fait Pacific Rim, tu vois, il fait un film de kaiju et il le fait d'une certaine manière, pareil, qui est signifiante et qui est pas, qui est à la fois pas la manière dont on l'aurait fait au Japon, pas la manière dont on l'a fait dans d'autres films de robots géants aux États-Unis. Avec un vrai respect des codes, par contre. Voilà, exactement. Oui, mais maintenant que tu le dis, je comprends un peu mieux la démarche, mais ça transparaît pas non plus énormément dans le film, mais voilà, c'est intéressant qu'on n'ait pas les mêmes. Mais c'est qu'en fait, oui, je pense que c'est une question de différentes sensibilités. En fait, moi, je pense que ce qui me touche beaucoup chez Del Toro, c'est sa capacité à comprendre des codes et à les sublimer. Pour moi, c'est un peu. C'est le réalisateur préféré des geeks, d'une certaine manière, geek avec des grosses guillemets, hein, mais dans le sens où vraiment, tu veux que l'univers que tu aimes soit respecté. Bah, en fait, je pense que Del Toro, c'est la meilleure personne pour respecter un univers, quoi. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à ajouter et je sais pas si toi t'as encore d'autres choses à dire sur le film. Juste son plan de fin, par contre, j'ai adoré. Ouais. Oui, sur la fin, moi au début j'étais un peu dubitatif parce que tu la vois avant que le dernier kilomètres. plan arrive. C'est là où pour moi le film réussit, c'est que tout ce que tu vois venir, et ben en fait il est tellement bien traité que tu fais pas ah ouais, tu fais ah ouais, tu vois. Je sais pas si tu vois la différence, mais... Tu le recommanderais, moi je le recommanderais pas forcément d'aller le voir particulièrement. Après il y a quand même des images là, comme je disais, qui me resteraient en tête, donc je trouve que si vous êtes assez sensible à tout ce qui est pictural au cinéma, ça vaut quand même le détour. Ben moi je recommande Nightmare Alley parce que j'ai beaucoup aimé, puis parce que je trouve que si vous aimez Del Toro, c'est une variante intéressante de son style, et si vous l'aimez pas, ça peut quand même être une bonne surprise. C'est ainsi que se termine la rubrique des films en salle, mais restez avec nous, parce qu'il est temps de passer à la rubrique du choix des chroniqueurs. Petit rappel du principe de la rubrique. Chaque mois, nous revenons sur un film anciennement sorti, choisi soit par Pierre, soit par moi. Toujours avec le même fil rouge, nous l'avons découvert pour l'émission. Pour cet épisode, c'était à Pierre de proposer une œuvre. Cher chroniqueur, peux-tu nous redire vers quel objet cinématographique s'est porté ton choix ce mois-ci ? Eh ben j'ai choisi qu'on regarde Dark City de Alex Proyas, un film qui est sorti en 1998. Se réveillant sans aucun souvenir dans une chambre d'hôtel impersonnelle, John Murdoch découvre bientôt qu'il est recherché pour une série de meurtres sadiques. Traqué par l'inspecteur Bumstead, il cherche à retrouver la mémoire et ainsi comprendre qui il est. Il s'enfonce dans un labyrinthe mystérieux où il croise des créatures dotées de pouvoirs effrayants. Grâce au docteur Schreiber, Murdoch réussit à se remémorer certains détails de son passé trouble. Mais dis-moi Pierre, pourquoi ce choix ? Peux-tu nous éclairer ? Hein ? Sur ce choix, peux-tu nous éclairer ? Oui, je vais vous éclairer. Je prends ma lanterne et je m'en vais vous éclairer tout de suite. Je vous remercie. Oh là là, alors, donc pourquoi ce choix, pourquoi ce film ? Bah écoute, j'en avais pas mal entendu parler, en fait, les deux films d'Alex Proyas qui sont un peu cultes, donc à savoir The Crow et Dark City, j'en avais beaucoup entendu parler sans les avoir vus, et il y a un moment, fallait que je m'y mette, quoi, ce nom, il revenait souvent, je l'avais mis du coup dans ma liste de films à voir, donc quand tu m'as demandé de sélectionner un film, j'ai regardé dans ma liste, et ouais, voilà, coup d'inspiration. Je pense qu'il y a une coïncidence aussi avec le fait que j'aime beaucoup le nouvel album de Jazzy Bass et qu'un des morceaux de l'album s'appelle Dark City. Je pense qu'il y a un truc inconscient qui s'est joué. Je me suis dit là c'est l'occasion, c'est le moment, il faut que je regarde ce film. Franchement dans l'ensemble j'ai vraiment kiffé. On a à préciser qu'on a tous les deux vu le film en VF. Important parce que la VF est pas terrible. Donc je pense que ça dessert un peu le film malheureusement. Voilà, au-delà de ça, je suis extrêmement impressionné par certains aspects du film. Il y en a d'autres qui me blasent un peu plus. Mais déjà tu vois, je t'avoue que quand je suis allé voir le film, je me souvenais plus je savais pas en quelle année il était sorti. Là, je sais qu'il est sorti en 98 parce que c'est écrit sous mes yeux. Mais en le voyant, je me suis dit, encore un film à l'esthétique un peu post-Matrix. Sauf que, il se trouve que du coup, c'est un film qui est sorti avant Matrix. Donc déjà, chapeau bas. Un des premiers trucs qui m'a impressionné sur le film, c'est le fait qu'il est
extrêmement intriguant dès la première seconde. Je trouve que ça s'épuise peut-être un peu au fur et à mesure du film, mais la première scène du film, elle t'attrape, t'as ce type qui se réveille dans cette salle de bain complètement insalubre, avec la lumière qui se balance encore, et donc tu te dis, c'est peut-être juste un choix esthétique, mais peut-être qu'il vient de se passer un truc, enfin tu vois, c'est très intriguant. Et en fait, la manière dont il pose cet univers, je trouve qu'elle est assez admirable. Donc t'as pas vu la version où il y a une longue explication d'1 minute, parce qu'apparemment il existe. Ah non, j'ai pas vu cette version-là. En fait, qui est sortie au cinéma, qui a été imposée par les directeurs, par les producteurs, où en fait on t'explique tout le principe du film avant que le film commence. Ah, c'est terrible. C'est terrible parce que Durandal en parle, parce que j'ai vu après la vidéo de Durandal, il en parle bien de cet aspect-là. Et c'est vrai que c'est un choix horrible, quoi. Mais oui, parce que pour le coup, je pense que, le film est aussi prenant dans ses premières minutes parce que il t'explique rien, qui commence immédiat stress avec ce personnage amnésique. Parce que c'est ça tout l'intérêt de commencer ici, c'est que le personnage est amnésique et qu'on va chercher avec lui à comprendre ce monde, parce que à la fois on va lui expliquer ce monde et à la fois il va bien comprendre que ce monde n'est pas ce qu'il semble être. Il m'a rappelé par certains aspects, donc j'ai dit Matrix dans son esthétique, mais aussi des films comme Brazil, qui met en scène du coup une dystopie, une ville extrêmement sombre et une dystopie simplement. Brazil de Terry Gilliam. Exactement, Brazil de Terry Gilliam que je vous recommande, ou d'une toute autre manière, un peu le Truman Show. Oui. Ça on comprend quand on regarde le film dans son entièreté, je vais pas donner de détails. Je trouve que l'histoire qui est racontée, elle est relativement inédite. C'est-à-dire que même si sur certains points de construction c'est assez classique avec le héros qui va découvrir un peu ses pouvoirs, etc. Au final on sort quand même, je trouve, vachement de ces carcans où ça semble aller avec une espèce de semi-quête du héros un peu banale. Ouais, c'est un héros qui est dans une ville... une ville étrange. Une ville étrange qui ressemble un petit peu à cette inspiration Métropolis, quoi, de Fritz Lang. Ouais. Et il a aucune info sur cette ville puisqu'il se réveille amnésique. Il va constater de plus en plus des phénomènes étranges, et étranges y compris pour lui qui est amnésique, parce que... Mais une ville de science-fiction, quoi, c'est ça. Oui, clairement c'est une ville de pure science-fiction, et d'ailleurs c'est le premier film que je vois qui fait vraiment de la dark science-fiction. Ah oui. De la dark SF, c'est-à-dire que c'est une esthétique que j'avais quasiment jamais vue au cinéma. J'en avais vu des petits bouts dans tout ce qui peut concerner, par exemple dans Star Wars, la mythologie des Sith, mais c'est peut-être le seul truc que j'avais vu. Non, il y a Blade Runner quand même, le premier, et le deuxième aussi. Blade Runner c'est du cyberpunk, mais c'est vrai que... C'est un peu de la dark science-fiction. Mais voilà, il y a un côté un peu dark science-fiction. Mais c'est que là en fait, dark science-fiction, c'est parce que c'est carrément presque de la dark fantasy. C'est-à-dire que tout ce qui concerne en fait les méchants du film, toute cette espèce de secte, ça relève presque de la fantasy en fait, tellement dans l'univers et dans l'esthétique, on est presque plus dans de la science-fiction. On a aussi cette espèce de monde qui est divisé en deux, donc avec une espèce de ville souterraine cachée sous la ville qui peut rappeler je sais pas, des trucs comme Gun par exemple, pour citer une influence japonaise. Metropolis même si là du coup c'est inversé. Mais... Oui, voilà, oui, mais du coup... Ou Akira Battle Angel. Voilà, du coup c'est... oui, Battle Angel justement qui est adapté de Gun. Et en fait, oui, du coup, dans les deux cas, c'est inversé, puisque les gens qui contrôlent la ville d'habitude sont au-dessus, là, ils sont en dessous. En fait, tout ce qu'on peut constater, toute la progression dans les constats sur l'étrangeté de cette ville, le fait qu'il y a un truc qui cloche, la manière dont les personnages s'en rendent compte, etc. Tout ça, je trouve que c'est très bien amené, et que même si, rétrospectivement, on voit un petit peu où ça va, de nos jours, avec notre point de vue d'aujourd'hui, parce que entre-temps, on a vu, en fait, plein de films qui déroulent ce truc-là. Je parlais, par exemple, de Truman Show. Malgré ça, je trouve que déjà pour l'époque c'est une vraie réussite, et que ça gâche pas non plus le plaisir du film, parce qu'en fait c'est tellement un pur film d'aventure dans la veine de ce qui se faisait à cette époque-là. Voilà, moi je prends vraiment un plaisir un peu de gamin en fait devant cet univers. Oui. C'est pas un film extrêmement subtil ou quoi que ce soit, hein, c'est Alex Proyas, je vais lui rappeler un gros dossier qu'il a au cul, mais c'est plus tard lui qui fera Gods of Egypt, donc un film qui est universellement reconnu comme un ratage total, mais en fait on voit un peu les points communs que peuvent avoir un film aussi mauvais que Gods of Egypt et Dark City qui est plutôt bon. En fait je trouve qu'on retrouve un peu ce qui peut faire ses qualités ou ses défauts, qui sont du coup cette espèce d'inventivité totale. Je sais pas comment décrire ça mieux, mais je me souviens d'un extrait d'interview de Alex Proyas qui avait réutilisé le Fossoyeur de film, c'est pour ça que j'avais vu cet extrait, où il disait Storyteller must to not give up. Donc les raconteurs d'histoire ne doivent pas abandonner. Un peu cette idée qui, en fait, aujourd'hui peut faire réfléchir, parce que la plupart des
des gros films hollywoodiens sont des adaptations ou des suites ou des reboots, des reprises de licences, en fait Alex Proyas a perdu le combat aujourd'hui depuis qu'il a fait Gods of Egypt et qu'on le laisse plus réaliser grand chose avec un gros budget. Mais il y a une époque où c'était une imagination extrêmement vivace et où il n'était pas le seul. Et je pense que ce film a eu une importance, une influence sur d'autres films du Hollywood de cette époque et de films qu'on suivi. Je parlais tout à l'heure du fait qu'il est sorti avant Matrix. Bon, je pense que Matrix était déjà en production à l'époque, parce que 98-99, c'est pas très loin. Mais je pense qu'il s'inscrit dans une mouvance qui allait révolutionner Hollywood, Dark en fait. City a vendu certains de ses décors à la production de Matrix. C'est vrai ? Ouais. Et qui en parle dans sa vidéo aussi. Ça m'étonne qu'à moitié, du coup, parce que tu vois, quand tu vois cette chambre dans la première scène, cette salle de bain dans la première scène, l'intérieur, tu sais, complètement décrépit, complètement sale avec la lumière qui se balance, ça pourrait typiquement être une pièce dans Matrix, en fait. Parce qu'en fait, c'est un film Dark City qui a pas forcément marché après à sa sortie. Et je sais pas si les producteurs l'avaient senti ou même le réel. Et c'est pour ça qu'ils ont après vendu. Rajouter l'intro qui explique. Oui, en plus ça, et en plus qu'ils ont vendu leur décor à Matrix, tu sais. Parce qu'ils sentaient peut-être que Matrix allait plus péter tous les scores, quoi. Et on parlait de films noirs aussi dans Guillermo del Toro, il y a ça aussi avec Oui, c'est vrai. C'est vrai que là on est un peu sur le mois des films noirs dans notre programmation, parce que c'est vrai que c'est aussi là, je trouve, où l'univers est original, c'est que ça mélange du coup de la science-fiction un peu cyberpunk, de la dark fantasy et du film noir. Et d'ailleurs aussi je trouve que les flashbacks qu'a le personnage principal ramènent encore une autre type d'esthétique, et c'est là où j'évoquais plutôt le Truman Show, cette esthétique, tu sais, volontairement aseptisée, un peu factice, qui peut aussi y avoir un peu dans Brasil par moment. Donc tu vois, je trouve que c'est quand même un mélange d'influences qui est assez inédit à l'époque, mais même encore aujourd'hui en fait, et ça fait un film qui est plein de défauts aussi, parce que y a des retournements de situation qu'on peut voir venir, des méchants qui ont tellement une gueule de méchants que tu peux pas croire un seul instant qu'ils sont pas méchants, mais qui je trouve a des vraies qualités qui encore aujourd'hui sont assez originales et inédites en fait. Et toi, Corian, t'as pensé quoi de Dark City ? Je trouve que c'est un film qui commence très bien, je suis d'accord avec toi, et j'ai eu la chance de voir la bonne version. Dans cette chambre avec une ambiance vraiment blafarde, complexe, plus le film avance, plus petit à petit, je trouve qu'il commence à enchaîner un petit peu tous les clichés du film noir. Ça coche toutes les classes des clichés, quoi. En mode, il y a la prostituée qui va faire allez, détends-toi, chérie. T'as le détective qui a perdu la tête et qui dessine des spirales partout sur les murs et tout ça. Il y a le love interest du personnage principal qui est chanteuse dans un bar de jazz. Les persos petit à petit, mais c'est vraiment petit à petit, c'est la première fois que je vois presque un film qui devient petit à petit presque un nanar. Genre. Ouais. Il a un côté en fait extrêmement kitsch par certains aspects. Les persos ils commencent à crier des répliques hilarantes, genre avec un premier degré et un sérieux de plomb. J'en ai noté quelques-unes, attends, je vais en citer. Vous n'allez pas croire ce que je vais vous dire. Dites quand même. Il y a aussi genre arrêtez de mentir, Murdoch. Mais je vous répète que je vous mens pas. Genre vraiment il crie comme ça dans la salle d'interrogation. Alors je sais pas si c'est dû à la VF, mais tu sens quand même dans le jeu de l'acteur que le mec est à fond quand même. Alors même je pense que ça en VO ça se sent. Il y a des trucs, il y a des symboles ultra appuyés. Genre à un moment t'as le personnage du psychologue qui est un peu le mec qui détient les secrets enfouis de la ville quoi, mais qui les cache. Et il fait un speech à une des personnages en mode non, surtout pas, mademoiselle, n'allez pas chercher ce qui se cache derrière l'amnésie de votre mari, ne cherchez pas les secrets enfouis. Et quand il dit ça, au milieu de la pièce, il y a une maquette de labyrinthe avec un rat blanc qui essaie de trouver une issue sur ce labyrinthe. Oui. Et voilà. Une métaphore subtile. Et genre de plus en plus, je trouve qu'il y a des effets spéciaux aussi qui font dater. C'est vraiment des bons vieux effets spéciaux bien vieillis. Ouais. Et évidemment, pour recontextualiser un peu, on est en 98, on est quand même au début du numérique. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais là, c'est en fait. Mais oui, ça empêche pas le fait que c'est moche. Ce qui en fait pour moi c'est presque un nanar ce film, c'est que il le fait avec une sincérité. Ce final, cette bouillie d'effets spéciaux, c'est fait avec il assume son côté kitsch et il y croit quoi. Il croit vraiment que c'est super stylé. Alors je pense que peut-être à l'époque ça passait beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Et même tu disais tu sais les méchants qui font vraiment méchants. Il y a ce côté-là justement qui appuie le côté grossier du film. Mais il y a un truc tellement sincère dans ce maquillage blanc presque mal fait, mais oui il y a un truc touchant. Et puis dans le mixage de leur voix qui est un peu distordu, saturé exprès, qui en fait un peu des caisses aussi. Après je trouve que le sound design du film est peut-être un des points les plus subtils. Je trouve que justement on est sur une
tout est fait pour être dans un truc un peu aquatique, tu sais, un peu ambivalent. Puis les personnages ont une diction vraiment particulière où ils vont dire les mots petit à petit. Ça, je trouve ça assez bien retranscrit dans la VF. Je pense qu'il y a ça, mais c'est sûr qu'il y a ça en VO, mais il le retranscrit ça assez bien là. Il faut faire oui, monsieur John Murdoch, tu seras exécuté bientôt. Tu sais, Oui. il parle par à coup comme ça. Et il y a tout un jeu d'acteur assez appuyé, mais qui est déjà en plus que j'avais pas forcément vu ailleurs. Il y a des gimmicks sonores qui reviennent, tu sais, qui sont entre de la musique et du son de design. Moi, j'ai l'impression d'être sous l'eau quand je regarde ce film. Et ça te met dans une ambiance assez particulière. Et ça, je trouve que ça reste sur une ligne subtile tout le film, quoi. Contrairement à ces effets visuels. Mais il y a des trucs qui font très kitsch, il y a des trucs qui font vraiment très maîtrisés encore aujourd'hui, c'est vrai. Ouais. Et tout ce qui est, par exemple, l'inspiration du film noir. Donc, on va être sur des grosses ombres très marquées, ou des rues à moitié éclairées, qui vont faire penser à certains films de Fritz Lang, même M. le Maudit. Et il y a des trucs assez maîtrisés qui ont encore assez bien vieilli aujourd'hui, je trouve. En fait, c'est pour être un peu synthétique sur ce que tu veux dire, le génie côtoie le mauvais goût dans ce film. Voilà, c'est ça, ouais. Donc après, au lieu d'énumérer tous les détails qui sont drôles, genre qui sont un peu nanar, je me suis fait la réflexion, mais attends, c'est vrai que un an après sort Matrix. Ouais. Et pourquoi tout le monde se rappelle de Matrix et pas de Dark City? Alors déjà, il y a plusieurs choses. Je pense que je suis pas le premier à comparer ces deux films, hein. Ça se trouve, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais bon, allons-y, tant qu'on y est. Déjà, des effets spéciaux. Dark City utilise de façon beaucoup plus appuyée des effets spéciaux numériques, là où Matrix était sur quelque chose plus artisanal déjà, et sur de l'art martial aussi. Enfin, beaucoup d'effets de Matrix reposent sur les arts martiaux. Rappelez-vous, là, Dark City finit sur une bouillie numérique, Matrix finit sur un combat simple d'immeubles. Là, c'est pour ça qu'en fait, il faut faire attention aux effets spéciaux, parce que ça a tendance aussi à beaucoup dater un film, je trouve. Et retomber sur des trucs... Surtout les effets spéciaux du début du numérique, en l'occurrence. Oui. Alors que c'est valable aussi pour d'autres périodes et d'autres effets, mais 2001, le début du numérique, c'est marquant là-dessus, quoi. Je me suis fait réflexion comment 2001, l'Odyssée de l'espace, a beaucoup mieux vieilli que Dark City. Bah bien sûr. Parce qu'il reste sur des effets, tu sais, des trucs presque de trucage à la Méliès, quoi. Peut-être quand ça a apparu, il y avait un truc tellement excitant qu'ils se sont donnés à fond sans vraiment penser. Oui. Ouais. Mais je trouve que Matrix avait déjà beaucoup de recul par rapport à ça. Et pourtant, il utilise les effets spéciaux quand même assez abondamment dans tout ce qui est le monde en dehors de la Matrix, le vrai monde. Mais je sais pas, c'est assez bien fait. Je pense aussi parce que dans Matrix, tout ce qui est en dehors de la matrice, il y a beaucoup de SFX, donc d'effets en dur, entre guillemets, et que ça mélange avec le numérique, et c'est pas que du numérique en fait. En plus, je trouve que Dark City, par rapport à Matrix, c'est beaucoup plus aussi dans l'utilisation constante de clichés. Alors que Matrix, comme je disais dans l'épisode précédent, le premier Matrix, avait des moments où, oui, on tombait aussi presque dans le côté bis, mais en fait, il savait apporter des choses complètement nouvelles et détourner les clichés à des moments, par exemple, un des moments décisifs de l'histoire où Neo rencontre l'oracle, donc la femme qui sait tout, qui va tout lui apprendre de son destin. C'est fait rappelez-vous, dans une cuisine complètement... Oui, c'est une grand-mère qui fait des cookies. Qui fait des cookies, c'est une grand-mère qui fait des cookies et qui raconte son destin, quoi. Et ça, c'était complètement nouveau, d'avoir ce minimalisme-là dans une scène aussi décisive. Et même, il y avait un côté presque transgenre dans Matrix qui est en sous-texte. Alors que là, je trouve quand même que Dark City a des côtés presque sexistes dans tout ce que montre des prostituées. Et c'est un peu des personnages fonction. Le love interest complètement naïve qui suit le personnage. Ça cède à des poncifs pas tip-top, quoi. Voilà. Aussi, un des défauts quand je regarde Dark City, c'est que j'ai l'impression de voir une mise en image d'un manuel de scénario. Par exemple, en mode un livre que j'aime pas du tout de scénario qui s'appelle L'anatomie du scénario de John Truby. J'ai l'impression que t'as l'application de ce livre-là en mode très formaté, quoi. Le personnage principal doit avoir un truc par rapport aux autres, un pouvoir que les ennemis ont. C'est le cas de John Murdoch. Parmi les méchants, il doit avoir un personnage qui après devient un gentil. Il y a un personnage en Dark City qui est comme ça. C'est des gros poncifs. Oui, comme je disais aussi, il y a tout un chapitre dans l'anatomie du scénario de John Truby où il raconte le réseau de symboles. Où il dit que par rapport aux propos que tu veux mettre dans ton film, il faut qu'il y ait un réseau de symboles. Il y a cette application, mais vraiment au premier degré dans le film, où tu vas avoir tout ce truc de la spirale, et du coup on va avoir plein de plans sur les empreintes digitales, on va avoir le labyrinthe dont je parlais, mais au-delà de ça, il y a quand même des bons côtés. Il y a des plans magnifiques en clair-obscur, il y a une sincérité qui se dégage quand même, tu sens qu'il est honnête dans ce qu'il fait, je trouve, le réalisateur. Clairement. Il y a tout un truc aussi où le héros a un pouvoir qu'ont les méchants,
C'est-à-dire qu'il peut modifier l'architecture de la ville. Et du coup, ça donne des trouvailles d'action assez bien trouvées que j'avais jamais vu ailleurs, en mode « Oh, vite, les méchants me poursuivent, mais viens, on fait pousser cette cheminée pour m'en sentir in extremis. » Oui. Et ça donne des moments assez fun et bien trouvés, je trouve. Donc voilà, c'est un film à voir, je trouve. As-tu des choses à ajouter sur Dark City, mon cher Pierre ? Je pense que un truc qui est un peu à la fois, enfin qui est contradictoire dans ce qu'on a dit, mais en fait qui peut se synthétiser simplement, donc je vais y revenir. Toi, tu trouves que le scénario n'est pas original, enfin que en gros il est extrêmement protocolaire. Oui, il y a des gros problèmes. Et moi je trouve que l'univers est très original, et je pense que ça résume bien la dualité de ce film dans ses qualités et ses défauts, c'est que il est par certains aspects, donc en l'occurrence l'univers visuel, l'inventivité de son contexte, etc., et le mélange de ses influences assez original, et en même temps il n'est pas vraiment dans son scénario, quoi. C'est, je pense, un film à voir, en fait, si vous aimez bien, si vous aimez bien les films d'aventure, d'action de ces années-là, et que vous avez raté celui-là, en fait. Mais voilà, c'est... Et pour peu qu'on soit un petit peu en dehors, on peut vite le trouver risible aussi, je trouve. Ouais. Clairement. On a fini sur Dark City, et on a même fini sur le 2e épisode de Phosphène. Oui. Et l'épisode touche à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci bien. Encore une fois, j'aimerais remercier tous ceux qui ont travaillé sur la conception de cette émission. Vincent Pingot qui a composé la musique du générique, Rémi Catarin et Tiffaine Rioux qui ont enregistré les dialogues, Soren Briand également pour nous avoir aidé à la conception du logo. Et enfin, je te remercie toi, Pierre. Eh ben, merci Corian. Je fais un second petit rappel aussi, n'hésitez pas, si vous nous écoutez jusque-là, à partager nos publications sur le compte Instagram, @Phosphène le podcast, si vous avez le temps. Ça nous aide beaucoup, on aimerait que ça puisse parler à des gens. Des gens qui aiment la curiosité. La curiosité. On se retrouve donc pour le 3e épisode. Je vous souhaite des nuits lumineuses et des matins soyeux. Salut à tous.